Donc, très bien, merci à tous. Merci de nous rejoindre pour cette commission spéciale santé qui était attendue, qu'on a dû reporter un peu avec les fêtes de fin d'année. On souhaitait faire donc cette première réunion de la commission santé, la DG, au retour sur justement un moment fort que nous avons eu en fin d'année dernière, le Business Forum, dans lequel le CIAN NEPCAM et moi-même avons été très, très impliqués, notamment avec Étienne qui était, Patrick, donc je te laisserai dire un mot, Étienne, au début d'introduction, Patrick aussi sur la Business Declaration. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment vous partager les grands de comme on dit, les grandes recommandations de la Business Declaration. Donc qu'est-ce que c'est que ce papier, ce document, qui ne doit pas être qu'un papier, justement, et comment on peut s'en saisir pour passer à la prochaine, enfin, aux prochaines étapes. La deuxième chose qu'on souhaitait faire aussi, c'était en présence de nos invités, que je vais pas, voilà, donc je vais commencer par toi. Donc, qui remplace Amanda, qu'on est donc Oui, très, très heureux de recevoir ici, Patricia Gores, hein, ou on dit Gorès. Gores, voilà, qui est PPPSFR, donc je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Voilà. Donc, du coup, je vais te demander de nous passer des slides pour ceux qui sont en ligne. Donc, Patricia, tu travailles à l'EBF Facility, donc le EU Africa Business Forum. Oui. Donc, la facilité des affaires qui coordonne tous les événements et les échanges avec les organisations de soutien aux entreprises au secteur privé basées à Bruxelles. Bon, donc, merci de nous rejoindre encore Merci à et vous. d'être là en présentiel. Karim, Karim Bendaou. Alors, Karim, c'est la personne qui certainement devait être avec nous, qui était déjà là à Luanda pour le secteur privé sur le groupe de travail santé, qui est donc président Afrique, on va dire comme ça, du groupe Merck, qui est un grand laboratoire pharmaceutique, hein, et Patrick et Karim a également un rôle, on va le voir, dans tout ce qui est le Global Gateway, puisque c'est une personne clé pour le secteur de la santé, un expert et une personne qui vraiment, vous allez le voir, a beaucoup à nous dire de sa connaissance du secteur de la santé et de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour transformer un peu le paysage de la santé en Afrique. Et nous avons, et j'ai demandé à Patrick, alors avant de présenter Patrick, parce que Patrick il joue à domicile, donc je vais vous présenter le domicile. Oh, vous voyez tout ça, voilà. En ligne avec nous, Amina. Alors, Amina Aboukhalil, elle est administratrice générale de la Fondation Orange Guinée. Alors, est-ce que tu nous entends bien, Amina? Pense à ouvrir ton micro. Très bien, c'est ouvert. Bonjour à tous. Bonjour Eric. Je vous Voilà. entends bien. Et donc, avec Amina, on va être vraiment sur l'illustration, une fois qu'on aura parlé, donc les points forts des recommandations, les opportunités de co-investissement, parce qu'il faut qu'on entre dans le sujet quand même. On est là pour ça. Et c'est, je pense, ça qui vous intéresse. Et on veut surtout illustrer par des projets concrets. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme projet prêt aujourd'hui qui ont fait leurs preuves dans certains pays et qu'on peut passer à l'échelle, parce que c'est quand même ça, une des priorités aussi du Global Gateway pour la suite. Voilà, donc on les a, ces speakers, plus Patrick, donc Patrick Sevestre, qui est donc un expert incontournable du CIAN sur les sujets institutionnels, qui connaît très bien l'Afrique, toute la partie aussi institutionnelle, dialogue secteur public, privé au niveau européen, qui représente l'EDCAM d'ailleurs dans toutes les réunions préparatoires hein, qui ont eu lieu, avec qui j'ai beaucoup travaillé dans la préparation aussi pour le groupe de travail santé, hein, bien sûr. Donc, Patrick, qui est également enseignant à Sciences Po et qui, notamment, une des personnes clés donc, du Master POTAF, Potentiel Afrique, à Sciences Po. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a une dernière personne que je veux vous présenter, l'entendre 5 minutes avant qu'on démarre, c'est Étienne Giros, qui est là. Étienne, président donc, du CIAN, Conseil français des investisseurs en Afrique, président aussi de l'EPCAM, qui est European Business Council for Africa and the Mediterranean, qui est le réseau si on veut faire vite, des CIAN européens, il y a un certain nombre de pays, et qui a eu la très belle idée il y a 10 ans, avec Sandrine, qui vient de nous rejoindre aussi, de monter cette commission santé qui fête cette année ses 10 ans. Donc on a quand même maintenant des heures de vol. Et on va pouvoir vous dire aussi ce qu'on vous réserve pour cette année des 10 ans de la commission. Donc, Étienne, je te laisse en dire un mot parce que c'est vrai que pour nous,
on y a consacré du temps l'année dernière. On y a investi aussi un peu d'énergie. On avait quelques attentes. Et tu as été une des personnes qui a porté la Business Declaration à Luanda. Et ce serait bien aussi que voilà, tu nous dises un petit mot là-dessus et de ce que tu es, du SIAN aussi par rapport à ces sujets. Merci, pardon, merci Eric. Et effectivement, ça fait 10 ans que nous collaborons entre Eric, SE, ton association et le CIAN. Et donc, simplement, ce que je regrette, c'est que cette commission ait lieu le matin, parce qu'il est un petit peu tôt pour boire un verre, pour fêter l'événement. Mais enfin, ça n'est que partie remise. Et donc, le CIAN, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, notamment en ligne, c'est une organisation qui regroupe le secteur privé français et les entreprises françaises qui opèrent en Afrique. Et nous existons depuis largement plus de 50 ans. Et nous essayons de constituer un club et une force d'influence pour les entreprises françaises ou d'ailleurs pas que françaises, puisqu'on a quelques membres étrangers. Et je dis ça pour notre ami de Merck, si par hasard vous avez l'envie de rejoindre le club. Foncièrement hors africain. C'est avec plaisir, on vous attendra. Donc, un petit mot juste, parce que je ne veux pas empiéter sur votre table ronde, un petit mot juste sur la manière que moi j'ai compris et ressenti cette journée ou ce sommet Europe-Afrique à Luanda au mois de novembre dernier. Je pense qu'on a essayé de faire passer dans la Business Declaration, qui a été présentée en table ronde officiellement, on était 7 ou 8 à présenter cela, dont moi, et ensuite il y a eu la table ronde ou le workshop de la santé animé par Eric. Donc on a eu l'occasion de porter quand même pas mal de messages. Le premier, c'était de dire qu'il faut croire en l'Afrique et que il faut que l'Union européenne, la Commission et les acteurs privés se disent que l'Afrique, c'est l'avenir, c'est le continent d'avenir où nous devons investir davantage. Et ce, d'autant plus que l'environnement mondial est bousculé, que Mr. Donald change tout cela. Et donc, on a une carte à jouer, à la fois défensive et aussi offensive. Mais il faut le faire maintenant. Il faut un peu se bouger. Première idée. Deuxième idée, au niveau notamment du Global Gateway, de la collaboration avec la Commission et de l'implication de l'entreprise privée, il nous semble qu'il y a deux pistes à travailler. La première, c'est la simplification des procédures. On a beaucoup insisté là-dessus. C'est trop bureaucratique, c'est trop illisible, c'est trop complexe pour les entreprises. Et je peux vous dire, puisque je suis du côté des entreprises, que beaucoup renoncent à même parler avec la commission. Non, ça ne sert à rien, on ne comprend rien, c'est trop long, et on va faire nos affaires différemment. C'est une erreur, c'est dommage. Parce que si on veut mettre en pratique cette stratégie que j'expliquais au début, il faut aller en Afrique, il faut que après la déclinaison des procédures aille bien avec. C'est la deuxième idée. Et troisième idée, c'est que les financements européens et les financements de la Commission doivent être tournés davantage vers les entreprises que systématiquement, exclusivement vers les États et les gouvernements africains. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu comment ça se passe, c'est quand même comme ça que ça se passe. Après, ça finit dans les entreprises, parce qu'il y a des appels d'offres, c'est les entreprises qui font les travaux et les projets. Mais les entreprises possèdent en elles-mêmes énormément de projets en attente, assez géniaux, et on devrait mettre en place un système où les entreprises peuvent faire remonter ces projets. Donc l'origine des projets viendrait aussi, pas que, mais aussi des entreprises, avec la souplesse qui va avec. Et en conclusion, parce que c'est très important aussi, nous avons souligné beaucoup la nécessité du partenariat. Donc, le partenariat, pour moi, ça veut dire deux choses. Partenariat public-privé, c'est-à-dire les entreprises, elles doivent parler avec le secteur public. On n'est pas opposé au secteur public, on doit être partenaire. Tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent, ça n'est pas du tout dans l'état d'esprit d'opposition, c'est l'état d'esprit de partenariat. Donc, le public, c'est la Commission de l'Union européenne, c'est les États africains et c'est les États européens. Et le deuxième partenariat, c'est avec les entreprises africaines, de la part des entreprises européennes. Et nous plaidons toujours beaucoup pour, quand il y a un projet, trouver des partenaires africains pour faire de l'added value ou de la valeur ajoutée ou de la création de valeur en Afrique,
mais aussi pour aider les entreprises européennes à lire et à se comprendre mieux le marché dans lequel ils entrent, les spécificités, les particularités. Et c'est comme ça que ce n'est pas une déperdition de pouvoir. Il faut maintenant franchir l'étape où dire il faut qu'on soit à 100% maître chez nous, etc. Ça n'est pas un problème. Au contraire, c'est un avantage d'avoir des partenariats. En gros, c'est ça qu'on a porté à Luanda. J'espère que c'est arrivé aux oreilles de la Commission. Mais ça ne suffit pas. Je me tourne Ça ne vers suffit pas. Dans la Commission. ceux qui sont pas là aujourd'hui. Il faut que ça arrive au cerveau de la Commission. Ah. Et notamment dans sa partie de cerveau qui consiste à prendre les décisions et à changer l'organisation pour mettre en place. Le lobe, c'est notre espoir. Dans le lobe. Le lobe. Ça arrive dans le bon lobe. Le bon lobe. Voilà. C'est notre espoir. C'est pour vous le dire que c'est en cours. Bon, on a de bonnes nouvelles ce matin. Voilà, donc je vous laisse maintenant, j'arrête. Très bien. Étienne, merci. Merci. Je sais qu'on pourrait encore parler assez longtemps de ce sommet. C'est vrai que, encore une fois, pour nous qui était attendu, on y a vu pour moi des points évidemment très positifs, des signaux très positifs sur notamment la reconnaissance, tu l'as dit, Étienne, de la place du secteur privé et des entreprises aujourd'hui, sans qui aujourd'hui il ne sera pas possible d'atteindre même des objectifs qu'on se fixe, les agendas 2063, tous les grands objectifs qu'on fixe pour la santé et les systèmes de santé en Afrique sans les entreprises. Voilà, pas seulement qu'avec l'argent des entreprises, mais surtout avec le savoir-faire des entreprises. Et ça, je pense que c'est un message très fort qui est passé à l'occasion de ce sommet. Donc, avant de poursuivre, et Patrick, tu vas juste faire peut-être ta contribution juste après, c'est déjà passer la parole à... Moi, je ne me présente plus parce que vous me connaissez, hein, je ne me suis même pas présenté au début. Donc, je préside la commission santé du CIAN et je préside de santé en entreprise. Et on va vite passer cette slide parce que vous me connaissez, je ne vais pas trop rester longtemps. Donc, je te passe la parole, Patricia, pour nous faire le retour sur justement, déjà nous présenter cette facilité. Parce que ça, c'est, je pense, le premier point, parce que tout le monde ne connaît pas la facilité, qui est quand même on va dire une création assez récente. Et deuxièmement, que tu nous livres vraiment de manière très synthétique pour toi les takeaways, donc ce qu'il faut retenir du sommet, enfin, du forum de Luanda, et qu'ensuite on aille sur peut-être les prochaines étapes. C'est-à-dire qu'il y a un travail aujourd'hui de suivi de ces recommandations qui doit être mis sur la table. Et je pense que je m'inscris avec ce qu'a dit Étienne. Ce genre de forum pour nous n'a de sens que si on est capable, dans la foulée, d'avoir une organisation, un cadre pour suivre et pouvoir de temps en temps donner rendez-vous à nos adhérents, à nos partenaires, pour dire voilà comment ça avance. Voilà les projets qui effectivement sont présentés, voilà où ils en sont, etc. Donc on te laisse 10 minutes pour faire ta présentation et puis Patrick, tu pourras faire toi ton retour en tant que président de la commission santé. Ah non, c'est toi. Mais non, c'est affaire. Affaire, pardon. Ça Tu fait vois, de temps en temps. Quel est son rôle? Voilà. C'est vrai, de temps en temps, on travaille tellement ensemble que de temps en temps, je me dis qu'il pourrait aussi. Aussi vite trop de lui. Non, vas-y. Donc, d'abord à Patricia. Patricia, vas-y, 10 minutes, et puis je peux te passer les slides. Mais d'abord, merci de l'invitation, Patrick, les Sion, de m'avoir invité. Non, Patrick, c'est lui, justement. Patrick, Étienne, de m'avoir invité, moi et aussi mes collègues, que j'imagine qu'ils sont en ligne, notamment Amanda, qui est On salue aussi. leader. Qu'on salue. Bonjour Amanda. On la voit pas, mais Et bonjour. on a quelques chefs de projet de pays aussi qui sont là, voilà, quelques D'accord. partenaires qu'on salue. Voilà. Et alors, par rapport à la facilité, donc, quel est l'objectif? C'est la facilité du Forum des affaires Union européenne-Afrique. Et c'est d'abord un outil stratégique d'assistance. Donc, on va assister notamment la Commission européenne et aussi les délégations de l'Union européenne en Afrique. Et comment on va assister? C'est par l'organisation d'abord des dialogues politiques des B2B, donc entre entreprises, des B2G, c'est les entreprises avec les pouvoirs publics, et J2G, que c'est aussi entre les gouvernements eux-mêmes. Et c'est toujours dans les cadres des forums des affaires EU-Afrique. Donc ça veut dire, on a les continentales que Étienne a mentionné en Luanda, mais il y a aussi les forums bilatéraux en Afrique. Donc ces B2B, B2G, J2G seront organisés dans ces deux cadres, soit l'un, soit l'autre. Et donc la facilité, c'est une plateforme de dialogue qui réunit des décideurs politiques,
mais aussi des CEO de l'Afrique et de l'Union européenne, comme on l'a vu par exemple à Luanda. Et son objectif principal, c'est de stimuler l'investissement et de favoriser les partenariats, comme où il a dit les partenariats économiques durables entre les deux continents, en fait. Donc, le Forum des affaires Union européenne-Afrique 2025, c'était le 24-25 novembre 2025. C'est un événement qui est tous les 3 ans, en fait. Le suivant sera 2028 et presque sûr que ça sera à Bruxelles, en Belgique. C'est une fois en Afrique, une fois en Belgique, en Europe. Et dans l'organisation de cette forum qui a eu lieu en 2025, ce qui a été fondamental, c'était les groupes de travail. Patrick, Étienne, vous le connaissez bien, c'est des groupes de travail qui ont organisé le forum. Ça a commencé au mois de juillet jusqu'à novembre. Des secteurs prioritaires comme c'était l'énergie renouvelable, santé ou encore les agribusiness. Et les groupes de travail, en fait, ont alimenté les contenus du forum. Donc, ils proposaient speakers, des modérateurs. Ils sont aussi partagés avec nous les pipelines des projets. Donc, c'était vraiment un outil pour nous fondamental pour organiser le forum. Et les groupes de travail, c'était notamment les Business Support Organizations, mais c'était aussi les ZFI, c'était aussi la Commission européenne, c'était aussi l'Union africaine. Donc, c'était un moment de rencontre et de coordination de tous les acteurs pour l'organisation du forum, en fait. Donc, ce qui est important aussi de retenir, c'est que je vous donne quelques données, comme ça vous avez une idée globale. Il y a eu presque 900 participants sur place. Sur les 2 jours, Ouais. dans votre groupe, ok. 900 et presque 1300 en ligne. Et donc, l'audience était notamment des CEO des sociétés africaines et européennes, vous savez, les données 139, mais aussi des gouvernements, des agences de coopération, des organisations de soutien aux entreprises, institutions financières, donc qui montrent un fort engagement en fait politique, institutionnel du secteur privé aussi. Et pour vous donner une idée, les principaux résultats de ce forum 2025, c'était par exemple 21 événements parallèles, des side events qui ont été organisés le deuxième jour du forum par le secteur privé lui-même. Donc, c'est le secteur privé qui a été vraiment proactif et qui a organisé pendant cette deuxième journée 21 événements parallèles. Ça, c'est avec des modérateurs, avec des speakers, etc. Donc, aussi, il y a eu 34 réunions de haut niveau, de B2G, G2G, donc vraiment avec le MEDEF ou Expertise France qui rencontre la Banque européenne d'investissement ou la BER. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et après, 5 panels de haut niveau et 5 pavillons thématiques. Et la déclaration de laquelle je veux parler un petit peu au troisième slide ici. Donc, le forum s'organise normalement 2 jours avant le sommet pour qu'on puisse justement présenter cette déclaration aux chefs d'État et de gouvernement, comme Thierry a dit. Donc, ce qu'il faut retenir, et c'est juste pour complémenter un peu ce qu'Étienne disait, ce qu'il faut retenir, parce que c'est un document de 28 pages, en fait, la déclaration. Donc, il faut retenir que les points principaux, c'était, par exemple, mobiliser les secteurs privés autour de la Global Gateway. Il y a des secteurs prioritaires. Rendre l'Afrique beaucoup plus attractive pour des investissements durables. Avancer aussi vers un espace économique euro-africain intégré et avec des priorités sectorielles qui sont claires, qui sont concrètes. Il y a 8 en fait. J'ai mentionné agribusiness, mais il y avait aussi l'économie circulaire, par exemple. Et voilà, il faut cibler et mobiliser les secteurs privés autour de ça avec la Global Gateway, en fait. Qu'est-ce qu'il y a la déclaration aussi? Il y a des appels à l'action concrets qui sont alignés pas seulement sur la Global Gateway, mais aussi sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et donc, elle établit quelque part un cadre pour l'investissement conjoint et aussi une harmonisation réglementaire et qui inclut le financement des PME. Et donc, en plus, ça offre évidemment une voie crédible et unifiée du secteur privé. Et c'est pour cela, en fait, que la facilité a déjà présenté, soumis à la Commission européenne, une proposition pour voir comment on peut, en fait, faire le suivi de cette déclaration
surtout les résultats, mais aussi les appels à l'action, et soutenir en même temps la préparation de futurs forums via les groupes de travail. Parce que le forum suivant, c'est le 2028. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette période? C'est ça. On va pas perdre tout ce qu'on a construit. Donc, on a déjà présenté, soumis à la Commission européenne un premier document avec une proposition par rapport à ça. Et on attend un peu ce que la Commission, j'espère qu'ils vont comprendre. Alors, Ouais. on va aller rapidement sur les prochaines, Oui. les prochaines Ouais. dates. Et- Je crois qu'on a un petit moment qui est consacré aux dates à retenir à la fin. Tu Oui. veux peut-être les mentionner tout de suite, les Oui, dates, oui, mais de toute façon, je vais partager avec vous. partager le document. Ouais, je vais t'envoyer. Ok. Ouais. Mais juste, j'ai mentionné qu'il y a un forum continental tous les 3 ans, Mhm. mais qu'il y a aussi des forums bilatéraux en Afrique. Et alors, vous voyez les dates très brièvement. Donc, il y a Libéria, Éthiopie. Forum régional, c'est en Abidjan, Côte d'Ivoire, mais c'est régional sur les transports et les corridors. Après, il y a Angola, Namibie et les Mozambique. Et vous savez les dates avec les secteurs, mais je peux partager Oui. toute l'info avec vous. Et aussi, il y a une plateforme où vous pouvez trouver toutes les infos par rapport au forum, en fait. Donc, je m'arrête là et comme ça, je suis aussi. Et les Et magazines. les magazines, merci. Et la C'était très newsletter. synthétique. Merci. Je pense qu'on peut t'applaudir parce que Ok. tu as fait un travail très synthétique. Tu l'as mentionné, Patricia, il y a évidemment la Business Declaration et on va maintenant parler de ça. Et des groupes de travail, on ne les a pas listés là, mais je vois qu'on a des photos, on a de belles photos d'ailleurs de gens que vous Ah pouvez oui? reconnaître. Voilà, tout à fait, oui, oui. Il y a Ah, sympa. Les il y déclarations. voilà, tout le monde est là, la Business Declaration, il y a la plateforme, la session sur la santé qui a été faite où il y avait Karine notamment, Andrea que je n'ai pas mentionné mais qui s'excuse. Et où, Andrea? Andrea est là. Mais non, c'est un personnage clé. Il est où aujourd'hui? Non, il n'est pas. Je te le demande, il s'est excusé pour dire qu'il ne pouvait pas nous rejoindre finalement et on attendait qu'il nous désigne quelqu'un. Mais ce n'est pas très grave, puisqu'on a dit qu'on allait faire du suivi, on va suivre. On va l'embêter. On va l'embêter. Donc ça, c'est pour dire. Et puis si on pouvait avoir la liste aussi, Patricia, des secteurs clés, des secteurs Bien sûr. prioritaires, il y en avait en tout de mémoire Il y avait- 6 ou 7. Il avait 8. 8 en tout, voilà. Et tu as mentionné bien sûr la santé, on avait Agribusiness, transport, ouais. mobilité, éducation, voilà. Il y avait donc énergie, il y avait quand même beaucoup de secteurs clés. Numérique aussi. Et sur chacun de ces secteurs, il y avait un panel en fait. En fait, il y avait 8 secteurs pour les Technical Working Groups, mais après, ça a été raccourci à 4 panels. C'est ça. Donc, pour le forum, il y a 4 secteurs qui ont été transformés quelque part en panel. Et la santé en a fait partie, on va en parler Oui. tout à l'heure. Donc, on arrive maintenant au point important sur qu'est-ce qu'il faut retenir justement de cette Business Declaration où il y avait beaucoup de choses. On ne va pas pouvoir tout balayer, mais si on peut, parce qu'on va revenir sur la santé, sur les points forts de la Business Declaration pour la santé. Mais toi, Patrick, sur l'ensemble de la Business Declaration, toi, Alors, ton retour. si on peut donner une vision d'ensemble de ça, Hum. je dirais que ce qui s'est passé donc, à Luanda en novembre dernier, ça a marqué quand même une évolution importante et réelle, concrète par rapport au précédent sommet. Comme tu l'as dit, le sommet, c'est tous les 3 ans, alternativement en Afrique ou à Bruxelles. Et la fois précédente, c'était en février 2022, c'est-à-dire 8 jours avant l'invasion de l'Ukraine. On sait dire si ça avait passé des choses depuis. Il y a un Covid. Et juste après, post-Covid, juste après. Enfin bon, le monde a un petit peu changé. Oui. Et effectivement, ça c'était effectivement important parce que les précédents working groups, en fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, c'était totalement drivé par la Commission. Et l'évolution qu'on a pu constater, c'est qu'à force d'insister, la Commission nous a laissé, par l'intermédiaire de la facilité, le pilotage de ces working groups. L'architecture, tu l'as dit, hein, l'architecture, ce sont les produits de ces groupes de travail qui ont été consolidés, alimentés et consolidés la business declaration. Donc, en amont de ça, effectivement, comme tu l'as dit, dès le mois d'août, hein, ça s'est mis en place. Et le copilotage de ces groupes a été confié à des gens du privé européens et africains. Donc, c'était la première fois, hein, parce que la dernière fois, encore une fois, c'était surtout la Commission et l'Union africaine. Hein. C'est eux qui envoyaient même dans les documents
de la business et des working groups, les track change, c'était la commission qui les faisait. Donc, c'était censé être une business declaration, mais Mais inspiré par plus des acteurs qu'inspiré, ou écrits. plus qu'inspiré, hein. Le mot est fait. Voilà. Et donc, à partir de là, effectivement, ces groupes de travail sont réunis. Nous, Sian, on a eu la coprésidence du groupe santé, c'était toi, Agri, je suis Et Agri. occupé, avec des homologues africains. Et donc, tout ça s'est retrouvé à Luanda, où effectivement, alors, comme tu dis, les panels, il y a eu les arbitrages pour des raisons, il y a toujours des problèmes d'arbitrage. Il faut quand même se rappeler que la dernière fois, la business declaration qu'on avait faite n'a pas été présentée au chef d'État, hein, pour une raison d'agenda. Bon, là, vous nous aviez garanti que ce serait le cas. Et c'est comme ça que Étienne a fait partie du noyau dur des organisations professionnelles du Nord, des business et africaines, qui ont élaboré et qui ont porté Donc voilà, ça c'est quand même l'élément absolument essentiel. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est quoi? C'est effectivement de pérenniser tout ça. Parce que la dernière fois, en 2022, une des déclarations de la business declaration, si je puis dire, c'était dire gardons le momentum, n'attendons pas 3 ans. Oui. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avait suggéré la création De la facilité. Voilà, enfin, ça ne s'appelait pas encore la facilité, mais enfin, c'était l'idée. Et tout ça, toute cette business declaration, ça n'a pas été un accouchement très simple, il faut bien dire les choses, parce que quand vous avez 4 organisations du Nord et autant du Sud, qui est légitime, qui ne l'est pas, et là, je crois que la facilité a bien porté son nom, parce que vous avez bien facilité les choses, hein. Mais il y a eu tout un travail à la cuisine, si je puis dire, que bon, je n'insiste pas, mais enfin, vous imaginez un peu ce que ça peut être. Alors aujourd'hui, le vrai sujet, c'est maintenant. Donc, il faut pérenniser ça. Nous, je sais que vous travaillez là-dessus. Nous, on a pris position avec l'EPCAM, on s'est manifesté auprès de la Commission en disant, voilà, ne recommençons pas les mêmes erreurs, gardons le momentum et transformons cette structure, cette business declaration, en un vrai outil de dialogue public-privé où effectivement on se parle régulièrement, etc. Pas simplement uniquement sur les thèmes, mais de manière générale. Très bien. Alors, moi, je terminerai là-dessus en disant que moi, je sens que ça frémit un peu. Il y a quand même un peu, je ne sais pas si Karim serait d'accord avec moi, mais il y a un peu un Global Gateway 2.0. Hein, Ouais, qui commence à se mettre en place. Qui commence à se mettre en place. Alors, est-ce que c'est l'effet de la business declaration? J'aime à le croire, mais bon, je ne sais pas. On peut se l'attribuer un peu. On peut le dire. Premier point, vous avez, alors effectivement, il y a ce Investment Hub. Bon, alors pour le moment, ça reste un peu virtuel, mais il y a plusieurs appels d'offres qui sont sortis qui montrent que les entreprises, que disait Étienne, sont maintenant dans la boucle, hein. Il y a un Global Gateway Early Stage Investment qui est un fonds de subvention pour préparer des projets d'investissement. Alors malheureusement, il n'y a pas la santé ni l'agro, mais ça va, hein. C'est un premier jet, on espère. Bon. Je m'adresse à la facilité, on ne comprend pas pourquoi. Oui, mais c'est pas c'est un sujet d'ailleurs. Oui. Surtout, ce sont les deux groupes de travail qui ont les mieux travaillé. Je ne dis pas plus. Mais c'est pas eux. Je sais très bien que la facilité Non, mais je sais. passe son temps à négocier avec la Mais tu le vois. Malheureusement. Oui, oui. Malheureusement. Donc, mais oui, parce que en Afrique, si vous enlevez la santé et l'agro, bon, Il reste il y a des plus choses qui Des restent. trucs, enfin. Bon, il reste l'énergie, un peu Il d'infrastructure, reste mais un peu, mais bon. Voilà, il reste des trucs. Il reste des trucs, mais moins. Et donc ça, c'est une chose importante, effectivement, parce que ça montre qu'il y a nous, ce qu'on demande depuis des années, c'est qu'il y ait des appels à projets. Ouais. Alors ça se fait couramment à Bruxelles avec des ONG ou avec la société civile de manière générale, mais ça se fait jamais avec les entreprises, parce qu'elles n'ont pas accès à ça. Et là, pour la première fois, timidement, alors attention, hein, quand on regarde les guidelines, c'est encore très très compliqué, hein. Il y a un effort de simplification, il y a un choc de simplification. Il y a un deuxième appel d'offres qui est dans les tuyaux. On va faire une procédure pour simplifier. Voilà. Il y a Global Gateway, il y a aussi facilitation de préparation de projets dans les infrastructures et qui, si j'ai bien compris, sera logé à la BEI. C'est pour ça qu'on les voulait sur le panel aujourd'hui. Et donc là, voilà. Donc ça montre quand même qu'il y a une prise en compte des attentes des entreprises et tout ça,
normalement, ça doit favoriser les partenariats C'est bien. Ah ben, super, Donc voilà, je ne suis pas d'un optimisme débordant, mais mais je pense que tu vois aussi, je j'en retiens vois quelques Karim signes. me dira si je me Tu as trompe. parlé de frémissement. Ouais, Voilà. le 2.0 me paraît quelque chose d'assez important. Bon, ah ben, on va en parler justement, merci Patrick. On va en parler parce que je pense que sur la santé, évidemment, tu l'as dit, j'ai eu le plaisir de co-présider le groupe de travail santé avec professeur Khaled Davis qui est là. C'est lui, là. Voilà, c'est lui, voilà, qui est égyptien, voilà, égyptien, avec qui on a bien fonctionné entre le mois de juillet, rapidement, on m'a dit ce serait bien. Moi-même, j'étais volontaire et je me suis dit, il faut absolument, sur ce groupe de travail santé, qu'on montre non seulement qu'on fasse valoir les positions du secteur privé de manière large, parce que le secteur de la santé pour nous, ce ne sont pas que les entreprises dont la santé est le cœur de métier. Ça, c'est la première chose qu'on veut faire passer comme message. La santé fait appel aujourd'hui à tout un tas d'entreprises dans l'écosystème des groupes. On va le voir avec Orange, la santé n'est pas le cœur de santé d'Orange, des gens qui travaillent sur de la logistique, qui sont donc des parties prenantes importantes pour mettre en œuvre et porter à l'échelle des projets qui sont peut-être au stade pilote aujourd'hui et qu'on peut présenter au Global Gateway comme projet candidat pour passer à l'échelle. Donc ça, c'est un premier message fort. L'autre chose, on a dit trois choses dans le business, dans le groupe de travail. C'est les trois principales recommandations. C'est un, créer des hubs régionaux pour la production locale de produits de santé essentiellement. Ce n'est pas l'idée de mettre une usine de production dans chaque pays, mais c'est plutôt avoir ces hubs régionaux qui produisent des tests, des médicaments, des dispositifs médicaux. Ça, c'est un point important et on va en parler avec Karine, mais ce qui nécessite aussi là, un certain nombre de choses sur de la réglementation, facilitation, etc., des procédures, tout ce qui est processus de production et d'achat. Le deuxième point, c'est toute la partie, si on parle de renforcer les systèmes de santé, il y a évidemment la partie formation, ressources humaines, formation des professionnels de santé. Donc, c'est créer là aussi des filières de formation avec des curriculums qui soient harmonisés pour les professionnels de santé. Et quand on parle de professionnels de santé, on ne parle pas que de médecins. On va parler aussi des infirmières, de tous les professionnels de santé dans toute la chaîne de prise en charge et du suivi médical des patients, les hôpitaux, les centres de santé, etc. Troisièmement, l'idée que le digital aujourd'hui est vraiment au cœur de tout ce qui se passe dans la santé, l'innovation, et que si on veut vraiment tirer parti de l'innovation digitale, il faut absolument créer les modalités de l'interopérabilité des solutions et faire en sorte qu'on ait une lisibilité des solutions dans chaque pays. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent souvent dans tout ce qui est santé numérique, beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément organisé, structuré au niveau des pays. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, faire en sorte que les solutions qui sont retenues dans un pays puissent s'articuler entre eux pour apporter un vrai bénéfice au pays, au système de santé, etc. Donc, Donc la data equity. et l'équité, La voilà. data equity. Et la data, exactement, exactement. C'est faire en sorte que les pays aussi disposent, parce qu'il n'y a pas de souveraineté sanitaire si les pays ne connaissent pas les données sur la prévalence des maladies, etc. Évidemment, toute la partie qui va s'en suivre sur comment on protège ces données, comment on met en place les infrastructures qu'il faut, etc. Donc tout ça était dans la Business Declaration et on a eu des appels à l'action très concrets, on va pouvoir en parler. Alors, moi, je vais justement maintenant passer la parole à Karim, parce que je pense que s'il y a une personne qui peut nous décliner cela en termes de, justement, à la fois enjeu pour l'Afrique, de tout cela, et puis comment les modalités, les opportunités que tu vois du point de vue aujourd'hui du Global Gateway pour pouvoir suivre et opérationnaliser tout ça. Parce que maintenant, on voit, comme l'a dit Patrick, il faut qu'on parle opérationnalité et qu'on ne reste pas simplement dans l'énoncé ou dans des souhaits ou dans des recommandations. Donc, comment on peut actionner ces différents leviers de ton point de vue? Ben, je pense que le décor est planté. Mhm. D'abord, merci beaucoup, Eric. Et puis, merci aussi Anne de nous accueillir ici. Je vais essayer d'articuler mon propos en deux parties très, très, très simples. La première, ma perception en tant que secteur privé de la Business Declaration pour le secteur de la santé. Et l'autre, où j'ai été plutôt spectateur et auditeur. Et la deuxième étant
qu'est-ce que des opportunités de co-investissement dans le domaine de la santé dans le cadre du Global Gateway, où là j'étais plus actif, acteur, en tant que président du groupe santé pour le Business Advisory Group to the Global Gateway. Et comment aussi passer un peu des engagements, comme tu le mentionnais à juste titre, des engagements politiques à des projets concrets. Ça, c'est un petit peu mon souci d'aujourd'hui. Alors, j'ai pris quand même quelques notes parce que les Business Declarations étaient assez Dense. denses. Donc, pour moi, je vois là vraiment un changement de paradigme fondamental en tant qu'acteur privé, parce qu'on ne parle plus de la santé uniquement comme d'un secteur à financer, mais sous contrainte budgétaire, mais plutôt comme un actif, un réel actif stratégique au cœur de la transformation productive du continent africain. Et ça, ce changement est très important. Et il a été confirmé par ce qu'on a appelé en Afrique, du côté africain, le Accra Reset. Accra Reset, c'est quand les Américains ont arrêté de mettre un peu d'argent en Afrique, et puis que les dons ont diminué un petit peu parce que l'Europe devait aussi financer des soucis de sécurité intérieure, continent, etc. Les Africains, ils se sont retrouvés un petit peu, et les présidents se sont retrouvés un petit peu presque dénudés. Alors, ils se sont mis tous ensemble à Accra, mois d'août, et puis ils ont dit, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? On va amener le ministre de la Santé, etc. Ils ont dit, à partir de maintenant, on ne va plus considérer la santé comme un coût, mais comme un investissement. Et moi, j'ai passé les 3 dernières années à ne plus discuter avec les ministres de la Santé, qui sont techniquement très bons en Afrique, pour la majorité d'entre eux, mais plutôt à discuter avec les ministères des Finances. Parce que qu'est-ce que vous allez mettre comme budget? Ah, mais non, ça, c'est financé par les dons. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, qu'est-ce qu'on va faire? Elle me dit, oui, mais ramenez-moi des projets productifs. Quand je mets l'argent sur une autoroute, eh ben, je vais mettre un péage, un toll, et puis je vais dire, je vais encaisser de l'argent, et puis je sais au bout de combien de temps je vais payer cette autoroute. Okay. Dans la santé, c'est exactement la même chose. D'une manière générale, que ce soit dans le secteur pharmaceutique, ou ce soit de la santé, ou même de la couverture de santé universelle. Donc, ce que j'ai perçu aussi dans la Business Declaration, c'est qu'elle part d'un constat que nous connaissons tous, depuis des années, qu'il y a une double charge de maladies infectieuses et de maladies non transmissibles, comme on connaît très bien en Europe. 50% presque de la population vit dans des villes en Afrique. Nous avons des villes géantes qui sont des villes-États. Lagos, c'est une ville-État. Kinshasa, c'est une ville-État. Le Caire aussi. Donc, comment dire? Si nous ne renforçons pas rapidement les systèmes de santé, cette charge freinera la croissance et minera la productivité, et compromettra aussi le fameux dividende démographique africain. Parce qu'il y a un dividende démographique africain. On a fait le choix de laisser le libre recours à la natalité, ne pas la contrôler. Donc, par conséquent, il y a maintenant un dividende démographique à exploiter. Donc, s'il est malade, ça va être difficile à utiliser. Ce que je crois, où je suis politiquement incorrect, parce que je suis le secteur privé et que je peux me permettre, c'est qu'aujourd'hui, on a 4 empires, avec ce qui vient de se passer récemment et l'accélération des événements, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde, globalement. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser aujourd'hui sur une Europe un peu stagnante sur le plan de l'aura? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à constituer un 4e empire, qui serait l'empire nord-africain? Mais un empire qu'on va co-créer ensemble. C'est la grande différence avec peut-être ce qui s'est passé. Alors d'empire, là. Oui, non, mais je parle d'empire parce que c'est très, très important. Okay. Si aujourd'hui on croit à cela, et si on croit qu'on peut être quelque part le 5e joueur ou le 5e pilier, le 5e joueur, vous avez des joueurs. C'est le 5e joueur, et ben c'est le moment. C'est le moment de s'y mettre, et c'est le moment aussi pour le secteur privé européen de le réaliser. Et c'est pour le moment des institutions européennes et des institutions des pays européens. Alors, ce que j'ai vu pour la santé, c'est qu'il y a plusieurs priorités qui ressortent très clairement. Premièrement, la production locale. Tout le monde y est. Oui, mais personne ne dit comment. On peut en discuter. Ensuite, la mobilisation des investissements. La déclaration met en avant la nécessité des mécanismes de financement public, privé, avec une combinaison de subventions, ce qu'ils appellent les blended mécanismes préconcessionnels, les garanties, les capitaux privés. Et là, je pense que le rôle des banques, de la Banque européenne d'investissement et aussi de la Banque africaine d'investissement,
doit La pas bague. être exclu, oui, absolument. Mm. Et des agences bilatérales, il y a un rôle vraiment central à jouer ici pour dérisquer les projets et attirer des investisseurs industriels. Entièrement, tu l'as mentionné plusieurs fois, le capital humain. Enfin, je veux bien créer des usines de vaccins, mais qui va travailler? Mm. Je je veux bien créer des usines de biotechnologie, mais qui va y travailler? Déjà, on n'a pas le monde, on n'a pas les gens, les compétences nécessaires en Europe. Mm. Alors, je ne sais pas si on va les avoir sur le continent africain. Donc, sans ressources qualifiées, il n'y aura ni souveraineté sanitaire, ni montée en gamme industrielle. Ça n'existe pas. On va avoir ce qu'on dit en anglais des empty stadiums, des stades vides. La déclaration aussi insiste sur les programmes de formation et de certification pour les professionnels de santé, et ça, on parle de la santé publique d'une manière générale. Mais c'est une condition absolument indispensable pour faire fonctionner durablement ces capacités de production et les nouvelles infrastructures que l'on envisage de mettre en place dans le cadre de la coopération nord-africaine. Et quatrièmement, il ne faut pas l'ignorer quand on parle du secteur de santé, c'est le numérique en santé, je l'ai bien retrouvé dans la déclaration. Elle met l'action sur la transformation digitale, les systèmes d'information, La traçabilité. la traçabilité, le suivi des patients, les outils de traçabilité. Là, j'ai mis mon texte du coup, et puis je ne peux pas qu'il y ait un outil de traçabilité. Vous devez lire le même texte. On n'a pas partagé. Hein. Oui, Alors, pour les faux médicaments, notamment, il n'y a pas que ça, mais oui, effectivement. Alors, le faux médicament, dès qu'il y a accès aux bons médicaments, il n'y a plus de faux médicaments. Sauf que c'est aujourd'hui le faux médicament, si vous voulez qu'on en parle, c'est un long sujet. Moi, j'aurais plus de crainte pour l'Europe que pour l'Afrique. Parce que l'Afrique a l'habitude de ce 30% de faux médicaments. Aujourd'hui, qu'est-ce que le faux médicament? Ce sont des produits fabriqués en Chine, sur la base de neuro quelque chose, ou de produits addictifs, et en Inde aussi, qu'on livre quelque part dans un port de l'Afrique de l'Ouest, et qui remontent tranquillement vers l'Europe, comme du tramadol à 550 mg, des choses comme ça qu'on attrape un peu partout. Et ça, le plus grand danger, en fait, c'est un trafic qui, maintenant, aujourd'hui, est repris en main par les réseaux de trafic de cocaïne et de stupéfiants, etc. Les Parce que narcotrafiquants. personne ne veut mettre faux médicaments dans la ligne des narcotrafiquants. C'est tout. Mm. S'il y a un État qui le fait et que les gens sont jugés sur cette base-là, eh bien, bon, se faire très vite cette parenthèse, c'est très long. Très, très long. Mm. J'y ai travaillé 15 ans de ma vie. Une commission, pardon. Je vais le mettre. Bon, mais tout ça, cette déclaration et tout ça, c'est quand même des implications majeures hein, pour les systèmes santé africains. Hein. Si on regarde, d'abord, il va y avoir une transformation industrielle en principe. L'Afrique ne devrait plus être un marché d'importation, mais devenir un producteur, voire un exportateur. Alors, je ne peux pas partager aujourd'hui, j'ai une expérience où j'ai réussi finalement à développer un produit de recherche de zéro en Afrique, à faire les études cliniques en Afrique, à obtenir une approbation de l'Agence européenne du médicament, le EMA, et obtenir la préqualification de WHO. C'est un petit produit, c'est pas grave, je l'ai fait. Mais tu l'as fait. Et il est fabriqué en Afrique, et il est exporté maintenant parce qu'il y a un besoin en Asie, dans certains pays d'Asie, comme le Donc c'est possible. C'est possible. Il faut le faire. C'est pas facile pour l'instant, mais c'est possible. Et c'est où sur l'industriel? Vous les produisez où? Là, il a été décidé de produire au Kenya, mais les recherches ont été faites à Dakar, à Abidjan, le développement de la molécule elle-même, etc. Donc le projet existe, il est à la fin. Mais bon, le projet est là, le gars est prêt à le produire en Afrique, mais les gouvernements ne sont pas prêts à l'acheter. Et il le vend au coût de production. Parce que c'était absolument la condition sine qua non pour lui donner le projet au Kenya. On a dit voilà, on vous le donne, mais si ça coûte 1 euro, vous le vendez à 1 euro. Malgré cela, alors que c'est une maladie tropicale négligée, on n'arrive pas à trouver de mécanisme encore. Donc on discute avec Jean Cazéa de l'Africa CDC, qui est aussi mon partenaire, et puis vraiment on travaille beaucoup, je travaille énormément avec lui. L'Union africaine, donc. Oui, alors Jean Cazéa, c'est l'Africa CDC de l'Union africaine. Bon. Ce que je perçois aussi de Luanda en tant qu'auditeur, c'est aussi une transformation des partenariats. L'esprit de Luanda, c'est celui d'un partenariat d'égal à égal réellement. Pendant tes années, on l'a appelé win-win, mais je pense que c'est une co-création. Et souvent, on entend, écoutez, vous faites la firme européenne, pourquoi vous n'allez pas ouvrir une usine en Afrique? Non, ce n'est pas notre rôle. Mais notre rôle en tant qu'industrie,
c'est de rentrer en partenariat avec quelqu'un de qualifié en Afrique Mm. pour monter une usine en Afrique. Et ça, c'est une grande différence. Mm. Donc, du coup je sais pas moi, je prends une société comme Merck. Je n'ai pas besoin d'argent. Je ne vais pas prendre d'argent encore européen, j'en ai pas besoin, j'en ai. Hein. La chance, c'est en faire. Hein, pas d'argent. Si vous regardez l'action, la capitalisation boursière et tout, c'est pas les 3 centimes. Non, Non, mais non, par c'est contre, vrai. c'est ça. En revanche, j'ai T'as besoin qu'on garantisse la demande de prêt de mon partenaire africain Ouais. qui va monter une usine, ou qui a une usine qu'il veut améliorer, ou qui a un projet, ou qui a un bio-training center qui va être clé. Celui-là, il a besoin. Alors, c'est un peu formation, les retours sur investissement étant 8 à 10 ans, l'autre, c'est 3 à 4 ans, mais on a besoin de les garantir, de dérisquer. C'est cette notion de dérisquer qui est très importante. Alors, ayant été un peu impliqué dans le Global Gateway, j'ai un petit peu défriché tout ça, et puis donc je sentais plus à l'aise. Sur 3 projets de partenariat, un en recherche fondamentale sur l'ARN messager en Afrique du Sud, un au Kenya et un au Ghana, on a soumis au Global Gateway, les 3 Africains soumis, en partenariat avec nous, et on va voir, on attend. Mais aujourd'hui dans mais ils ont réussi, tout seuls, de leur côté, à aller sur le lien, à regarder comment c'était fait, et à soumettre un projet. Ils nous ont demandé qu'est-ce que c'est que, on appelle ça en anglais les in-kind, c'est-à-dire l'apport en nature, l'apport on va les ramener. On leur a donné, ils l'ont mis clairement dans le projet, et on a dit que nous étions partenaires et que nous garantissions, en tous les cas, dans l'état des choses actuelles, la profitabilité du projet. Donc, s'il y a une profitabilité, il y a une vision à moyen et long terme. Ça a été déposé quand? Alors, ça a été ce mois-ci. Ah d'accord, donc c'est tout récent. C'est tout. On va voir. C'est juste après les Luanda, en fait. Oui, c'est ça. Alors, après Luanda, on a déclenché le truc. Ouais. Je suis allé faire une petite tournée Afrique du Sud, Égypte, Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai essayé d'enseigner un peu au secteur privé, bien sûr. Comme quoi c'était jouable et faisable. Non, c'est pas compliqué, on peut pas. Puis il faut aller à la mission. Je lui dis, il y a une mission, il n'y a rien, vous avez un lien. Après, si vous voulez le rendre visite à la mission, la délégation européenne de la rendre visite. Si vous avez un peu de temps. Amenez-leur des gâteaux, des fleurs, si vous voulez. Mais c'est pas ce qui est demandé aujourd'hui. Eux, ils ont leur rôle à jouer. Ils peuvent vous soutenir. Vous n'avez pas besoin de passer par eux. Cliquez, entrez, et puis tout ce dont vous avez besoin de chez Merck, de chez nous, quoi, du secteur privé, on va vous aider. Eh bien, quand même, ça nous donne une certaine. Du coup, ça nous donne une certaine visibilité politique et stratégique, un petit peu qui permet d'envisager des investissements plus lourds et plus longs, au-delà de ces logiques purement opportunistes de court terme. J'ai été dans le business, je suis plus impliqué dans le business. J'ai dirigé les opérations en Afrique pendant des années, j'ai fait une ouverture de filiales pour Merck. Je sais comment raisonnent les gens qui font du commerce. Donc, c'est vraiment l'année. Donc, ils ont des résultats, ils ont un bonus, tout est monté comme ça. C'est l'année en cours. Alors, il a fallu, j'ai eu de la chance de me retrouver dans une société familiale qui n'avait pas de soucis de marché, de bourse, d'action, de machin, etc., qui pouvait réfléchir à 10 ans et plus. Et donc, je suis dans. Et là, il faut de la visibilité, Karim. C'est ce que tu es en train de nous dire. Il ne faut pas être. Pour convaincre, il faut de la visibilité. Pour orienter stratégiquement les entreprises, les grandes entreprises européennes, vers. Aujourd'hui, je vois pratiquement toutes les entreprises pharma quitter l'Afrique européenne. Parce que c'est le bon moment de quitter l'Afrique. C'est le bon moment de donner. Alors, du coup, j'ai dit quitter. Puis après, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais non, ils l'ont donné à un partenaire africain. Ce qu'il faut réétudier, c'est que je ne donne pas tout mon business. Tu ne donnes pas tout ton savoir-faire, mais tu vas donner une partie. Mais il faut. Tu vas accompagner. Tu vas accompagner. Je ne donne pas, je pars. Je donne, on reste partenaire. Et je vous donne parce que vous êtes légitime dans votre pays. Et parce que vous pouvez peut-être faire les choses mieux que je ne l'ai fait jusque-là. Ça, c'est très important. Et il faut transformer cela. Et ce que je veux, c'est que ça change aussi dans l'esprit des chefs d'entreprise et des décideurs pour l'Afrique. Parce que, ok, oui, non, on quitte, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué d'abord, c'est simple. C'est la première chose, mais c'est bien plus compliqué en Europe. L'administration. Deuxième, oui.
Est-ce que c'est de la même manière qu'on donne aussi dans d'autres endroits du monde à des façonniers, ou est-ce que c'est spécifique Afrique, ou est-ce que c'est ce que font Alors, les passionnés, c'est les capacités. les pharmacies? C'est du renforcement. Alors, dans l'industrie que je représente, d'une manière générale, des fois, on a des produits qu'on produit depuis 20 ans, et puis on a besoin de l'outil, parce qu'on a développé de nouveaux produits, de nouveaux. On a besoin de notre outil de production, mais investir dans 100 ou 150 millions d'euros dans une machine, dans une ligne de production, ne fait pas de sens. Donc, on a des gens qui existent, qui ont la capacité, en Europe ou ailleurs, ou pourraient exister en Afrique, etc. Et on leur donne nos produits à fabriquer. Et puis voilà, sous notre responsabilité. Mais ça s'appelle le façonnage. Et le façonnage implique complètement la responsabilité de l'industriel, c'est-à-dire nous. Et c'est ce qui doit rester exactement, ça doit rester exactement le même modèle de coopération. La responsabilité doit rester européenne. La propriété intellectuelle doit rester européenne. Je suis désolé, ça ne se discute pas. Jusqu'au jour où l'Afrique investissera dans un... Et je suis africain. Jusqu'au jour où l'investi... Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que dans l'Afrique du Nord, on a des gens qui ont fait, qui produisent, des pays qui produisent 60% de leurs besoins en quantité, localement. Mais il n'y a aucun investissement dans la recherche et développement. Ces gens qui font beaucoup d'argent n'investissent pas. Dans une entreprise européenne, c'est 20% de votre chiffre d'affaires, de votre ligne du haut, qui est réinvesti dans la recherche et développement quand vous êtes dans le pharma. C'est pas moins, hein. C'est 20%, donc c'est un cinquième, donc c'est un coût global assez énorme. Et là, les gens que je vais produire en Afrique du Nord, je vais les voir, je vais leur dire, mais écoutez, investissez en recherche et développement. Mais non, je vais mettre ça un peu à Monaco, je vais mettre ça un peu à Dubaï, et puis le reste. Ça, il faut changer aussi de l'autre côté. Karim, si tu peux. Tu vas m'arrêter. Oui, vas-y, finis deux minutes. Et puis, parce qu'il reste le deuxième chapitre qui est le co-investissement en santé. Alors, vas-y. Non, je le fais après. Tu le fais après? Ok. Parce qu'on va revenir là-dessus sur les conditions et les opportunités surtout. Parce qu'on va rentrer maintenant dans le concret. Tu nous as donné déjà quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire la faisabilité. On n'est pas simplement sur des incantations, des schémas théoriques. Il y a des choses qui sont possibles. Voilà. Donc, et on va suivre. Très optimiste. Et je sens un certain optimisme chez toi, avec doublé une certaine prudence, parce qu'on est quand même sur un terrain qui est en train d'être défriché. Il n'y a pas vraiment de modèle économique disponible on parle de la santé comme levier de développement, mais tu vas dans n'importe quel pays, tu leur dis, est-ce que vous avez fait des études sur ce qu'impliquerait pour vous un retour sur investissement dans la filière santé? Ça, c'est un sujet. Ça, c'est notre rôle de leur donner. Oui, maintenant, je pense que ça, il y a un petit sujet à faire de business case aussi, non seulement pour les investisseurs, mais également les industriels et les pays. Ça, c'est un élément très important. Moi, j'avais beaucoup insisté là-dessus pendant les travaux du groupe de travail, parce qu'il faut maintenant nourrir toute cette réflexion stratégique avec des éléments tangibles, quoi. Concret. Voilà, et concret. Donc, et concret, ça, Karine, tu l'as dit. Alors, on va passer maintenant à un autre exemple. On revient après sur le co-investissement, parce que c'est vraiment ça qu'on veut faire ressortir aujourd'hui. C'est modèle de co-investissement et surtout opportunités concrètes. Comment on fait? Alors, sur ça, justement, sur le comment on fait dans les pays, là, on n'est plus dans la production, dans la partie infrastructure, on est plus sur ce qu'on appelle un modèle de partenariat public-privé appliqué à une problématique qui est comment on résout le sujet du dépistage, à parler de double fardeau, comment on résout le sujet, la problématique du dépistage précoce des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle qui explose en Afrique. C'est pas que le palu et les maladies transmissibles, c'est maintenant de plus en plus les maladies non transmissibles, les cancers, les maladies. Et là-dessus, on a un exemple de modèle de partenariat porté par la Fondation Orange en Guinée, que Kamina va nous partager parce qu'on a la petite prétention de croire que ce modèle peut en inspirer d'autres pays. Et avant de parler d'autres pays, parle-nous déjà, Amina, de ce projet et puis de comment tu vois les étapes suivantes pour le pérenniser. Parce qu'il y a Sanofi, il y a la Fondation Orange, il y a d'autres acteurs dont tu vas nous parler. Mais déjà, comment tu fais pour passer à l'échelle ce projet-là? Donc, on a une présentation pour toi ou alors tu souhaites la... OK, on a une présentation pour toi, vas-y. Très bien. Encore merci Eric. C'est vrai que je rebondis sur les propos donc de Karim, de Patricia, et puis surtout cette phrase que j'ai retenue d'Étienne qui est pour s'engager déjà il faut vouloir.
Et vouloir, c'est aussi avoir les moyens, mais des preuves concrètes, parce que très souvent, ce qu'on rencontre, c'est la réticence, parce qu'ils ne savent pas comment. En tout cas, les entreprises ou le secteur privé a besoin de voir effectivement qu'il y a des modèles qui marchent ou qu'il y a des projets qui ont fait leur preuve et qui ont eu de l'impact. Et nous sommes, je suis assez fiers de vous présenter donc ce programme de la Fondation Orange Guinée porté justement par la Fondation Orange Guinée, mais avec d'autres partenaires. Donc, c'est vraiment la preuve concrète que le partenariat public-privé est possible. C'est un projet qui porte sur donc la santé, évidemment, la santé des Guinéens, particulièrement donc du troisième âge, qui s'appuie énormément sur la digitalisation, avec une approche collaborative, c'est vraiment parce qu'on parle d'expertise, une approche modulaire. Chacun des acteurs vient avec son savoir-faire, avec ses objectifs, et ensemble, nous travaillons sur les problématiques qui sont les maladies non transmissibles, et plus particulièrement le diabète et l'hypertension artérielle. Alors, ce qui est bien, c'est que on travaille, on n'invente pas ça, on s'appuie vraiment sur les besoins donc des Guinéens, identifiés par le ministère de la Santé à travers ces programmes, et ensemble, on met en œuvre le dispositif qui traduit une mobilisation forte, une connaissance évidemment du marché, avec des défis évidents, parce que la caravane est née du principe de cette réalité difficile. Aucune donnée sur le troisième âge. Le diabète, l'hypertension font des ravages, mais on ne sait pas à quel niveau. Donc, on avait vraiment besoin à la fois donc d'aller sur le terrain pour faciliter le dépistage et l'accès aux soins, mais on avait besoin aussi d'avoir des données par la suite pour aussi et mieux évaluer, mais aussi assurer un suivi. Donc, on a réussi à mobiliser, donc, avoir plusieurs partenaires à nos côtés, notamment Santé en entreprise, qui a joué un rôle au niveau opérationnel. C'est-à-dire que c'est une caravane qui se déplace donc de ville en ville. Elle est vraiment mobile. C'est un dispositif qui se déplace et permet donc Voilà. c'est un dispositif qui permet donc d'aller de ville en ville auprès des hôpitaux, au plus proche des populations, de faciliter à la fois donc le dépistage, la prise en charge des patients, mais avec en amont de la formation donc des agents de santé, du renforcement de compétences, de capacités, et derrière d'avoir un reporting, donc des données fiables qui peuvent être utilisées par les différents programmes. On a eu Visa Médical en appui pour la digitalisation, parce que chacun des patients, chacune des personnes reçues a pu bénéficier donc d'une carte, d'un carnet de santé digital. Donc, il est enrôlé, il est enregistré, et comme ça, on le suit au-delà donc de la caravane. La Croix-Rouge était partie prenante, et bien sûr Sanofi pour le renforcement des capacités des professionnels de la santé. Ce qui est formidable sur ce programme qui a été lancé, je le rappelle quand même en 2022, ce qui est formidable, c'est qu'on a vraiment pu aller au plus près des populations, mais surtout, on a été dans 8 régions, donc d'abord huit hôpitaux régionaux, donc au-delà de Conakry, vous l'avez compris, et ensuite on allait au niveau décentralisé. On a pu former donc ainsi le personnel de santé, c'était très très important pour nous, digitaliser tout le parcours, mais à la fois durant le dispositif donc sur le terrain, mais ensuite par la suite pour avoir des données et suivre donc ces patients qui avaient été diagnostiqués malheureusement. On a pu contribuer au renforcement du système santé, en tout cas en Guinée, sur l'identification, la prise en charge et le suivi des patients âgés de 60 ans et plus normalement, puisque la caravane avait été pensée pour cela. Euh, Au terme de 3 ans, parce qu'on a lancé le programme en 2022, en 3 ans, on est à plus de 25 000 personnes reçues. Plus de 970 personnes ont été formées, ont vu leur capacité renforcée. C'est-à-dire que quand on arrive sur site, on ne vient pas avec toute une équipe médicale, non. On vient avec c'est vrai que le noyau dur est là pour déployer le dispositif, mais sur place, on s'appuie sur les compétences des différents médecins et infirmiers, donc qui voient leurs compétences, leurs capacités renforcées et qui peuvent par la suite donc veiller à suivre les patients qui ont été diagnostiqués. Donc 970 personnes ont pu être ainsi formées, et au total, on est à plus de 20 000 personnes reçues en trois éditions sur la caravane santé initiée par la Fondation Orange Guinée. Alors, ce qu'on en retient au terme de 3 éditions, parce que on a fait quand même 3 caravanes, c'est que c'est des enseignements forts et des enseignements qui méritent aujourd'hui qu'on se penche un peu plus sur cette problématique.
du diabète et de l'hypertension artérielle. Au départ, la caravane était pensée pour le troisième âge, 60 ans et plus. Il va de soi que quand ils ont moins de 60 ans et qu'ils viennent sur le site, on les reçoit. On a malheureusement constaté évidemment un rajeunissement de la maladie, donc du diabète, sans surprise, hein. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du diabète africain. On a constaté également qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont touchées, voilà, qui souffrent du diabète. Les cas d'hypertension également sont en hausse. Donc des enseignements qui nous invitent, nous les acteurs qui mobilisés sur cette caravane-là, aux côtés donc du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à aller plus loin en tenant compte donc de cette réalité. On n'a plus forcément envie de venir en pompier, mais on a envie de prévenir autant que possible. De toute façon, on a perdu un peu. Alors, je crois qu'elle va nous dire 500 000 euros Mais pourquoi elle a parlé du troisième âge? d'euros. Elle nous disait. J'ai pas compris. Parce que c'est des soins de santé primaire. Paragraphe sur poids. Voilà, on va retrouver Amina tout à l'heure là-dessus. Donc, il y a un investissement important quand même, c'est ce que vous montrez, dans le cadre de la RSE et de la Fondation Orange est capable donc d'investir ces sommes-là, mais ils ne sont pas seuls, puisqu'il y a Sanofi, Sanofi qui met à peu près pas loin de la même chose pour toute la partie formation, numérisation des hôpitaux. Parce que ce qu'elle a montré, c'est ce qu'elle doit dire, s'il vous plaît, c'est qu'il y a de la numérisation aussi de tous les hôpitaux et des services de prise en charge des malades, parce qu'on ne fait pas tout ça juste la caravane. C'est une fois qu'on a donné la carte aux patients, c'est comment Ah oui. aussi donner aux hôpitaux la possibilité de les suivre, de les rappeler pour le suivi, etc. C'est une maladie chronique et toute la partie dispensation des médicaments. Donc voilà, c'est toute la chaîne qui est. C'est les soins de santé de base. C'est des soins de santé, voilà, primaire. absolument. Et Et il n'y a pas de couverture de santé universelle dans aucun pays Mm. s'il n'y a pas de soins de santé. s'il n'y a pas de Et il soins. n'y a pas de santé s'il n'y a pas de santé primaire. Et l'aspect maintenant dont elle va parler, j'espère, parce qu'on l'aura, c'est maintenant que le projet est pérennisé. Orange a un engagement sur 3 ans. Donc ce projet qui est reconduit, c'est un projet pluriannuel qui est ouvert maintenant à d'autres partenaires, y compris les assurances, les mutuelles. Elle nous entend. Je te repasse la main, j'étais en train de meubler. En attendant que tu Je suis viennes. désolée, je suis vraiment désolée, mais Entre-temps, vous changez d'opérateur, vous n'avez pas fait de Orange. je ne dirai rien du tout. C'est mon bailleur principal. Tu savais qu'elle sait faire. Là. Je ne cite pas de nom, mais. Mais à toi. Ok. J'en étais où? Donc, j'étais sur le coût de l'opération, en fait, des Oui, trois. c'était sur l'enveloppe. Sur l'enveloppe, Sur 500 000 euros. Exactement. Et puis, Donc, après ça, après l'enveloppe, les prochaines étapes, Amina, ah oui, sur surtout. le- Alors, au total, ces trois éditions ont requis une enveloppe budgétaire d'à peu près 500 000 euros, à la fois pour les médicaments, mais aussi pour toute la logistique, pour les consommables. Et 500 000 euros, ça peut être beaucoup et pas beaucoup en même temps, quand on regarde l'impact et la contribution à l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes-là, c'est énorme. 500 000 euros portés à la fois par la fondation et par les partenaires, c'est du cash out, mais aussi c'est une contribution en nature. Et cela nous a invités, on a eu l'occasion et le privilège de pouvoir présenter ces résultats-là et d'inviter à la mobilisation de plus d'acteurs sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, donc, on est en train de travailler sur la prochaine caravane qui prend une toute autre tournure, dans le sens où on passe de à peu près 4 ou 5 on la repère. Voilà, on passe de 4 ou 5 partenaires à plus de 11. C'est ça ce que tu allais dire? Ah, je pense qu'on l'a perdu à nouveau. Bon, c'est pas grave, Amina, tu vas revenir de toute façon pour compléter. Ce qui est déjà important, c'est peut-être qu'on va prendre un premier tour de questions sur ce qui a été présenté. Je t'ai envoyé des questions. Ok, donc on va déjà prendre un premier tour. On a une première question, tu m'as envoyé ça par WhatsApp. Oui, alors on a une première question d'Arnaud de Villiers qui dit, grâce au CIAN, on a eu une excellente présentation de l'instrument Global Gateway, organisation, mécanisme de procédure et avec la team du pays, mais aucun contact concret pour avoir accès. Donc, je pense que c'est une question qui s'adresse à toi, Patricia, au Team France. Ça doit être pareil pour les autres pays. Présenter un projet, est-ce que c'est Business France, Expertise France va aider le guichet? En gros, c'est le hub qui est à Bruxelles.
Contacter le hub Ouais. France, j'ai pas eu de réponse. Voilà, ok. Donc, il y a bien un hub Oui. France, il y a un contact Il y a un team il y a national. Il y a un team. national. Le hub, c'est l'ensemble des teams Ouais. nationaux. Ok. Il y a un team Et il y a national France, un contact France. Voilà. mais qui reste encore un peu difficile à trouver. Encore, on l'a identifié ou déjà, ou c'est quelqu'un qui existe déjà, ou qui doit être recruté, ou Je crois que c'est le ministère. Il y a une liste, Il y a oui. Il y a une une liste liste, ouais. des hubs par pays et le D'accord. contact. mais il n'y a pas un compte, il y a pas un numéro de téléphone ou un contact, quoi. Il n'y a pas un numéro, une adresse. c'est- Bah, la pays commission numéro- non plus. Hein. En fait, ça dépend des Il y en a un qui ne répond pas. Ça répond pas. Ok. Entre midi et 13h. Non, mais franchement, en utilisant le lien du Ouais. Global Gateway, Ok. sincèrement, c'est pas très complexe. C'est moins complexe que l'appel d'offres de je sais pas quoi dans un pays. C'est jouable. C'est jouable. Voilà, presque Tu pas. vois, Non, mais un peu d'expérience. Karim, c'est pas ça. pour ça, puisque le team national, ils vous disent, c'est Expertise France, je crois. Ouais. Mais vous téléphonez, Il n'y a personne. Oui, mais en fait, si le projet est soumis Non, centralement C'est aux le organisations, secrétariat de- Donc, quelle réponse on donne à Arnaud? normalement, dans le lien Global Gateway, Ouais. il y a une adresse pour le team national. Ouais. Oui. Et je crois que, à C'est vérifier. au secrétariat des Non, affaires non, il y a européennes. Expertise France, c'est marqué. T'en as Bah d'autres non. questions? Si, tu verras. Alors, t'as pas le même que moi. Non, regardez, on peut- Ouais. Ok. Ou Business France. je sais Tu pas. veux ajouter quelque chose sur ça? Sur cette Parce partie? on a vu ici, il y a quelqu'un de Business France qui s'en occupait d'ailleurs. J'en ai pas d'autres. On avait le lien. J'en ai bon, pas je sais pas. Moi, j'ai vérifié. Tout ça conforte quand même Tout ce ça, que je disais au début voilà. sur la simplification administrative. Oui. Parce que déjà, rien que là, ça fait ça. À Oui, 4, oui. on n'arrive pas à On savoir. n'arrive pas vraiment à ce que donner c'est. une réponse, sauf si Et quelqu'un après- là, je vois qu'il y a une main qui se lève. non Alors, Côté allemand, c'est relativement simple. Il y a un contact, il y a un Oui, mais on est en Allemagne, là. Plus Il y a simple. des pays qui ont donné des noms. Oui, voilà. Mais ça doit être publié sur le site web. hein. Oui, c'est là- publié. là- Sauf que la personne C'est ça. ne En fait, ce que je comprends de ce que tu dis, Patrick, c'est publié. Il y a un contact, mais quand tu appelles, ça ne décroche pas, ou quand tu l'écris, ça ne répond pas. Contact qui est une adresse mail Oui. générique, qui n'est Oui. pas un nom Oui. de personne, et ça Voilà. ne répond pas. Et ça ne répond pas. Quand tu envoies un mail, il n'y a pas de j'accuse réception de votre mail, je vous réponds, etc. Il y a un chatbot qui fait ça. Ça, en général, ok. ChatGPT. Donc, ça, on a besoin de Chatbot. rendre un peu plus facilité. Virgile, je ne sais pas si tu as une autre question en ligne par rapport à. Je me rappelle plus, je vous avais demandé comment avez-vous, Merck, à présenter le projet dont vous parliez tout à l'heure, le projet de médecine américain. Alors, comment, voilà, c'est le projet et où ça a été présenté? Si tu as dit que c'était au Kenya, Je crois que en fait, vous aviez répondu à tu as ça. répondu. Hein. Mais je peux répondre. Non, j'ai dit Afrique du Sud, Kenya et Tunisie. D'accord. Tunisie. Alors, il s'agit d'un biotraining center en Tunisie où il pourrait former tous les gens qui pourraient travailler dans des usines de vaccins ou des usines de production de biosimilaires. Et c'est un partage, il est en mode partenariat public-privé très complexe. L'administration tunisienne n'est pas toujours la plus simplifiée, mais on a trouvé des moyens pour faire cela. Ouais. Le deuxième projet répond à une demande de Biovac de passer en études cliniques. Biovac est une usine sud-africaine qui fabrique des vaccins et des biosimilaires et qui voudrait avoir une plateforme d'études cliniques pour pouvoir développer leur propre, parce qu'ils ont acquis une technique d'ARN messager assez... et ils voudraient acquérir cette plateforme d'études cliniques, qui a un investissement, je crois, de 50 millions, sur lesquels on peut leur apporter toute l'assistance nécessaire, et on l'a soumis. Maintenant, les réponses ne sont pas encore là, mais ils n'ont pas reçu de réponse, mais on va voir cela. Ça devrait bien se passer parce que je suis allé voir du côté du BMZ allemand, donc ça va, ils ont jeté un coup d'œil, ça va. Ok. Bon, en attendant de retrouver Amina, on va prendre peut-être des questions dans la salle. Je vois qu'il y a une main qui se levait. Voilà. Je m'appelle William Bilichou. Oui. Je suis un ancien diplomate en Afrique, où j'ai été confronté à de grands programmes en matière de santé. Mais à l'époque, ça se faisait dans le cadre de cofinancement avec les institutions internationales. Je constate, à travers ce que j'ai entendu, la représentante de l'UE, qu'il y a eu un grand bond en avant, puisque maintenant, on cherche à mieux structurer le dialogue entre à différents niveaux, privé, gouvernemental, etc., ce qui n'était pas tellement le cas il y a une vingtaine d'années. J'ai également été très sensible à la dimension formation qui a été évoquée, et en particulier à la question de la place de la santé dans l'entreprise africaine. Et là, je crois que c'est un énorme chantier qui ouvre des
des opportunités de partenariat entre entreprises européennes et entreprises africaines une nouvelle approche de la médecine du travail. Je suis très heureux de ce que vous avez dit tout à l'heure. La médecine, la santé n'est pas seulement un coût, c'est un investissement. Et lorsqu'on voit les statistiques sur les arrêts de travail, sur l'absentéisme dans les entreprises, il y a un lien direct entre le niveau de santé des travailleurs de l'entreprise et le niveau de productivité physique du travail. Au-delà des problèmes de santé globaux qui concernent bien sûr le diabète, l'hypertension, le paludisme aussi, qui continue de faire des ravages et d'autres maladies. Mais je pense que si on s'intéresse au partenariat public-privé, au partenariat entre entreprises européennes et entreprises africaines, je crois qu'il faut une nouvelle approche de la dimension santé. Et je pense aussi qu'il serait opportun de réfléchir aux possibilités pour des groupements d'entreprises par branche ou par secteur de mettre en place des systèmes de suivi de médecine du travail pour économiser sur les frais de structure et aller même jusqu'à la mise en place de pharmacies d'entreprise, parce qu'actuellement, en Afrique, lorsque un travailleur est malade, l'entreprise l'envoie vers il va voir son médecin, mais il y a beaucoup de difficultés pour accéder à certains médicaments. Vous avez raison de dire qu'il n'y a pas de couverture universelle santé d'Afrique digne de ce nom. Et je pense que la question de la santé en entreprise doit devenir un élément moteur du partenariat entre entreprises européennes et entreprises africaines. Très bien. Merci. On va pouvoir apporter des compléments aussi. Moi, je voudrais juste ajouter que, ayant été pendant 12 ans membre du conseil d'administration de l'AMREF, dont le délégué général est ici, et j'en suis très heureux, je pense que l'AMREF peut jouer un rôle auprès qui joue déjà un rôle certains gouvernements africains, mais également est capable de s'impliquer dans les entreprises, parce que nous investissons beaucoup dans les questions de santé maternelle et infantile, mais également à la périphérie de ces problèmes-là, sur les questions de maladies comme le paludisme, etc. Très bien. On va peut-être, oui, on peut vous laisser compléter, et puis je pourrais dire un mot aussi sur ce que nous faisons dans ce cadre-là, et d'autres acteurs d'ailleurs aussi, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants déjà dans le domaine de manière générale de la santé en milieu de travail, et cette approche de la santé justement un peu plus globale, pas seulement sur le lieu de travail pour l'entreprise en tant qu'employeur, mais aussi l'entreprise en tant qu'acteur économique, ou l'entreprise qui a sa fondation, sur comment on utilise ces différents leviers. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, merci beaucoup. Jocelyn Léon, donc délégué général d'Amref Health Africa en France. Juste un tout petit mot, effectivement, rapidement, pour compléter les propos de William. Non, en effet, c'est vrai qu'on a beaucoup pensé que l'Afrique, puisque nous, on est une organisation panafricaine, et au Kenya, on a beaucoup pensé qu'il y avait uniquement les maladies tropicales, les maladies négligées, etc. Mais non, aujourd'hui, on voit vraiment un boom des maladies non transmissibles. L'hypertension, le diabète sont vraiment des fléaux qui sont en train d'arriver en Afrique. On a notamment un programme, nous, vous avez parlé de Sanofi. J'ai beaucoup apprécié l'exemple de la Fondation Orange, la Guinée, et de voir ces caravanes. On a aussi, nous, ce type d'intervention avec des cliniques mobiles, notamment, je pense à un projet qu'on mène en collaboration avec Sanofi au Soudan du Sud, et pas que, avec d'autres entreprises aussi. Le partenariat associatif et entrepreneurial est aussi très important, je pense, pour l'avenir. On a vraiment besoin de se mettre ensemble avec les gouvernements, les entreprises et la société civile, parce qu'ensemble, on arrive à vraiment tirer une valeur ajoutée de chaque composante de la société pour le bénéfice des personnes. Donc, merci beaucoup en tout cas pour la belle session d'aujourd'hui. Très bien, ben merci à vous. Et sur ces sujets, effectivement, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une cartographie aujourd'hui. Ça, c'est une proposition qui a été faite dans le groupe de travail. C'est qui sont les acteurs qui apportent déjà des solutions, qui ont fait leurs preuves, pays par pays. Parce que souvent, nous-mêmes, quand on cherche, avec Santana, je prends ma casquette Santana entreprise, on a pas mal d'actions dans les entreprises. Tout ce qu'on dit là, ça fait bientôt 15 ans qu'on le fait sur l'Afrique et d'autres régions. Et c'est vrai qu'on voit une évolution au cours des dernières années où les entreprises, il ne serait-ce qu'Océane, beaucoup d'entreprises adhérentes qui ont des réponses
sur tout ce que vous dites, hein, c'est-à-dire la sensibilisation, le dépistage de maladies, souvent une approche multimaladie qui englobe pas seulement les maladies chroniques, mais aussi les maladies transmissibles et qui sont structurées. Un acteur on voit apparaître quand je dis il y a une évolution, ce sont les assurances pour accompagner les entreprises. Et tant que les assurances ne jouaient pas leur rôle pour financer la prévention, le dépistage pour nous faisant partie de la prévention, on ne pouvait pas vraiment pérenniser ces modèles. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs du monde de l'assurance qui commencent à financer ce type de services aux entreprises. Donc, j'ai envie de dire, pour les entreprises, et notamment les filiales de grands groupes, ça va être relativement facile. La question pour nous, acteurs, c'est comment on adresse ces sujets maintenant aux petites, moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire, et sans parler du secteur informel. Donc ça, c'est vraiment le sujet pour nous de santé en milieu de travail. Et puis après, il y a d'autres choses on pourra discuter, mais il y a des grands projets justement sur comment on peut structurer ces projets-là sous forme de filière. Il y a une filière qui vient à l'esprit, c'est la filière les mines, le secteur minier. Aujourd'hui, le secteur des chambres des mines sont très bien organisés pour doter les compagnies minières dans les pays, je prends l'exemple de la Guinée, de solutions de santé pour les employés. Mais quand on touche les employés, on peut toucher ce qu'on appelle les ayants droit, les familles, et puis aller plus loin, même jusqu'aux communautés. Voilà. Donc ça, cette approche filière, on y croit beaucoup, parce qu'elle fonctionne, elle peut fonctionner dans l'agro, elle peut fonctionner dans beaucoup de filières, parce qu'à un moment donné, il y a des spécificités ou des assets pour ces entreprises qu'elles peuvent mettre aussi à la disposition. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a quelqu'un qui écrit pour nous dire que, je vous le dis parce que ça fait toujours plaisir. Donc c'est Adrien Rebaud qui dit c'est magnifique ce qui se passe depuis ce matin. Il faut absolument que je vienne adhérent du CIAN. Bon, voilà. Bon, voilà, hein. Écoute, Adrien, CEO, on disait Adrien qui est CEO et founder Belly Medical, il dit exactement ça, donc il est bienvenu et je pense que ça va être intéressant pour la suite. On l'attend. Donc, il nous écrit un petit mot et on enchaînera. On enchaînera, voilà. Donc ça, c'est pour les questions. Je sais pas si... Voilà. On va vous parler après justement du prochain Forum Afrique qui arrive le 7 avril, qui sera aussi, le 9 et un temps fort, le 7 étant encore un autre événement. C'est le sommet One sur le... Est-ce qu'on a récupéré Amina? Non. Alors, comme on n'a pas récupéré Amina, je vais faire la transition. Mais avant de faire la transition sur les nouveaux projets, je vais peut-être revenir d'un mot avec toi, Karim, et je sais que tu avais quelque chose à nous dire sur justement co-investissement. Comment ça peut fonctionner, quoi? C'est-à-dire, comment tu vois, toi, la manière d'organiser la contribution des entreprises, supposons dans un pays, si on prend la Guinée ou un autre pays, tu as parlé de la Tunisie, comment est-ce qu'on peut organiser cela de ton expérience? Et toi, en tant qu'acteur, tu attendrais quoi? Alors, premièrement, je l'ai mentionné un petit peu en filigrane tout à l'heure, on doit rééduquer les responsables d'Afrique de ces grandes entreprises européennes. Ça, c'est un travail qui est à faire. Je suis moi-même, j'essaye de le faire en disant votre vision est trop simpliste et peut-être que vous avez une autre responsabilité que celle que vous pensez avoir aujourd'hui. C'est très important. Deuxièmement, ils doivent faire confiance à leurs institutions. Je parle encore des entreprises européennes. Il ne faut pas assez confiance à leurs institutions, qu'elles soient publiques ou alors européennes d'une manière générale, parce que peut-être qu'elles leur semblent pas exactement correspondre à leur mode de fonctionnement. C'est aussi un des désavantages du secteur privé, il faut le reconnaître. D'un autre côté, quand même, quand on rencontre, si on passe le terme, si vous excusez le terme, l'eurocratie, la première fois, c'est un peu un choc. Mais après, ça va. Ça va. Une fois qu'on s'est fait quelques accolades, qu'on a discuté, ça va beaucoup. C'est vrai. Il est important aujourd'hui que ça se fasse. Mais j'ai vraiment 3 messages que j'aimerais passer pour nos échanges futurs et un petit peu le truc vu de la perspective du secteur privé. Pour moi, la déclaration de Luanda fait de la santé un axe stratégique. On va le prendre comme ça, dans la relation Afrique-Europe. Elle est importante. Elle appelle à la création d'une chaîne de valeur très importante, régionale en santé, et pas seulement à davantage de financement de projets isolés. Il y a une conception
Le deuxième message, le Global Gateway et les institutions financières, comme la Banque européenne d'investissement, d'ailleurs dans ce cas très précis, ou d'autres, fournissent quand même un cadre inédit de co-investissement et de co-création. Et ça n'existait pas jusque-là. On ne se sentait pas très à l'aise en co-investissement, en co-création. On ne savait pas comment faire. Je veux dire sur la santé en particulier. Je parle de la santé. Oui, bien sûr. Je ne m'engagerai pas sur notre secteur, Ok. je le maîtrise. Peut-être un peu le digital si tu veux, mais si nous savons réellement préparer des projets solides, alignés avec les priorités des pays, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. On prenait des décisions dans des magnifiques salles de meeting à Francfort. On leur envoyait des t-shirts à des gens qui avaient besoin d'un pantalon. Ça ne servait à rien. Donc, aligner sur les priorités du pays, du continent, et ça, nous pouvons réellement changer d'échelle. Puis le troisième message, c'est qu'on a besoin d'un mécanisme de suivi. Je pense qu'on en a parlé ici, et de redébatabilité un petit peu sur les recommandations de Luanda. Des groupes de travail, multi-acteurs, pour multiplier une feuille de route claire. Quelques indicateurs simples, je parle toujours de la santé. Nombre de hubs industriels lancés, volume d'investissement mobilisé, même nombre de patients dépistés ou pris en charge, très important. Afin qu'au prochain EABF à Bruxelles, 2028 donc maintenant. nous puissions dire non seulement ce que nous voulons faire, Ce que nous avons fait. mais ce que nous avons fait, et c'était le mot de la fin. Bravo. C'est exactement ça qu'on voulait effectivement passer comme message. Et je sais qu'Amina avait préparé, merci pour ça, parce que je pense que c'était très important que aujourd'hui de dire que, c'est maintenant faisable. On a des preuves de faisabilité et des modèles ou des projets qui existent et qui ne sont pas qu'à l'étape encore comment dire, de concept, d'idéation, comme on dit, mais on est vraiment passé à l'étape d'après. Sur ce que voulait présenter Amina, on a présenté donc avec un ensemble d'entreprises, Sanofi, on a DHL, on Alors, on a... vient de vous envoyer notre PDG, devient PDG de Sanofi. Ouais, exact. Et on va... Alors là, vous allez passer avec les allemandes. Et je sais Ça que va être un autre ça va monde. accélérer. PDG. La PDG, oui, qui va arriver. Mais bon, ça reste une latine, Voilà, exact. espagnole. Mais c'est bon. On l'a formaté un peu. PDG. PDG. On a besoin de Merck, on a besoin des opérateurs de téléphonie mobile, de tous les acteurs qui apportent des solutions en santé. Alors, il y a déjà sur 2026-2030, donc vous voyez, projection, hein, on embarque maintenant des entreprises sur des projets non pas one-shot, mais pluriannuels. Parce que je crois qu'il faut sortir aussi de cette logique qui est dans la santé, on met un petit bout, une année, et puis on arrête l'année d'après, considérant qu'on a fait... Voilà. Donc, je pense que là, maintenant, il faut dire... avoir une vision à long terme. Moi, ça ne m'intéresse plus. Je le dis aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. Les investisseurs qui viennent, qui disent, je mets un ticket pour voir et je m'en vais ensuite. C'est pas ça de la co-construction. La co-construction, c'est exactement ce qu'a montré Amina. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend un engagement sur 3 ans, sur minimum, dire ce projet-là, on y croit et on met les moyens et on pérennise les moyens de l'action. Et ça, je pense qu'on le disait, on le dit depuis longtemps, mais on y arrive enfin avec le modèle de Guinéen, c'est tout à fait ça. Amina allait dire d'ailleurs qu'on est passé à 11 contributeurs au lieu de 3 ou 4 au départ. Et puis, c'est avoir des pays où on sait qu'il y a des conditions de mise en œuvre. Donc, il y a un ensemble, on a listé. Vous avez vu qu'on a mis l'Europe dans la boucle quand on parle de l'Afrique. Voilà, on a mis l'Europe dans la boucle parce que justement, on croit beaucoup à ce que tu as dit. Tu as parlé d'empire euro-africain. Non, il faut pas. On peut se permettre. Voilà. Donc, c'est transactionnel. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on va dire là que dans le cadre d'un partenariat Europe-Afrique. Et donc, ça, c'est très, très important comme message aussi. C'est-à-dire que tout ce que tu as présenté au début, de dire, nous, on est un industriel, on va peut-être pas ouvrir une filiale. Dans 55 pays. Dans 55 pays, mais on va s'appuyer sur des partenaires, un partenaire africain solide dans le pays, on va l'accompagner, on va l'accompagner dans la montée aussi en compétences et on va faire du transfert de technologie pour faire en sorte que ça soit possible, et dans tous les domaines, médicaments, vaccins, peut-être pas les dispositifs médicaux pour l'instant, où c'est peut-être un peu plus compliqué, mais pourquoi pas.
Mais voilà, on va regarder. Le diagnostic, c'est Et possible. le diagnostic, c'est possible. Donc, dans Il ces reste un secteur que l'Europe peut explorer. Parce que le Covid nous a appris une chose, hein. Quand on a eu besoin en Europe de paracétamol, Il y en avait plus. il n'y en avait pas, hein. Et quand même, c'est incroyable. Parce que Il n'y en avait pas parce que. c'est Sanofi, c'est pas moi. Non, le problème, c'est que la matière première est fabriquée dans un pays qui a mis ce qu'on appelle une interdiction d'export, un export ban sur le paracétamol. D'accord? Donc, Quel pays? l'Inde. L'Inde, c'était l'Inde. C'était l'Inde. Et ils ont dit, vous n'exportez rien. On a même pris des vaccins qu'on est allé fabriquer chez eux parce qu'ils avaient la capacité pour les emmener en Afrique, dans le cadre du COVAX, et ils ont dit non, vous ne les exportez pas. Donc, on va donner à ces empires toute notre sécurité. C'est important, très important. Et donc, on peut fabriquer ces matières premières en Afrique. Et là aussi, il faut que les gens qui sont impliqués dans ce qu'on appelle la fabrication de matières premières, les actifs, le principe des clés, mais ce qui sont les principes matières, actifs, les principes actifs. Si on les a pas, il n'y a pas de. Dans les pays africains qui sont au loin de l'Europe et qui n'ont pas la puissance politique de l'Inde pour dire non, j'exporterai pas. D'abord, c'est parce qu'ils ont 15 millions d'habitants et qu'ils n'ont pas besoin de ne pas exporter, ils ont besoin d'exporter. Voilà. Bah, prenez des petits pays qui peuvent. Non, n'importe qui, le Togo, le Bénin, Ah oui, tu parles prenez de des pays de 10-15 millions où vous allez produire là-bas. C'est très important. Et on me posait une fois la question, Karim, mais ces usines de vaccins, vous allez les mettre? Certainement pas au Nigeria. Parce que le Nigeria, elle a 200 millions, donc c'est dès qu'il y a une pandémie, il va servir les siens, et puis après, il va servir les reste. Mais vous prenez un petit pays de 4-5 millions, 7 millions d'habitants avec toute la technologie, de savoir-faire, etc. Parce que les petits pays, ils ont beaucoup de technologie. Et bien, vous mettez votre usine de vaccins là-bas. Très bien. Vous les mettez parce qu'ils vont prendre 4 millions de doses sur 1 milliard de doses. Pas n'importe quoi. Ça, on retient pour notamment la partie. Voilà. Comment on suit aussi le cadre de suivi, le cadre de suivi qui est très important. Donc, l'idée d'avoir une pérennisation des groupes de travail aussi, voir comment tout ce travail qui est fait là ne retombe pas. Patrick, tu l'as dit au début, qu'on ne recrée pas la roue, hein, parce que il y a déjà beaucoup de choses c'est dommage, on se perd de temps. On est tout le temps en train de. Et puis d'ailleurs, même dans les groupes de travail, on voit des gens arriver qui prennent quelquefois 1 heure et demie pour dire exactement tout ce qu'on a déjà dit 2 ans avant. Donc c'est très bien, on est poli. Souvent on est poli, on les écoute, mais on dit c'est un peu dommage parce que s'il y avait eu une continuité, peut-être qu'on aurait gagné du temps et on serait pas capable aussi de leur servir avant qu'ils ne parlent ou avant qu'ils ne viennent ou qu'ils agissent. C'est ça. De leur dire voilà où on en est. Voilà. Donc, si vous voulez partir de là, c'est OK. Si vous ne voulez pas partir de là, donc, comment on rend plus visible, et tu as parlé de ce groupe, de cette plateforme. Là, je te laisse faire. Voilà, la plateforme, et ça, on va vraiment vous voir là-dessus au niveau de la facilité. Il faut qu'on ait cette plateforme. Oui. Cette plateforme, cette cartographie, il faut la rendre. Je ne sais pas si c'est déjà dans les tuyaux des projets que vous avez. Alors, il ne faut pas, avant que j'oublie, entre un forum continental et l'autre, entre 2025 et 2028, il y a tous les forums nationaux bilatéraux qui vont se faire en Afrique. Et il y a les forums en Éthiopie, si je ne me trompe pas, c'est en avril, on a les dates. Oui, et donc il y a les secteurs santé en fait. D'accord. Il y en a un seul cette année, c'est l'Éthiopie. J'ai vu celui de l'Éthiopie. Celui à la santé, on peut revenir dessus. C'est intéressant quand le multilatéral devient bilatéral, c'est intéressant. C'est tendance, c'est tendance. Ils sont en train de les évaluer, les forums. Oui. Et donc nous, on est dans la boucle, puisqu'on a une vision là-dessus pour évaluer tous ces forums bilatéraux. Et de dire, parce que c'est vrai, est-ce que ça fonctionne pas, comment les améliorer. Ça, c'est très important. Et justement, de voir les thématiques. Je vois qu'il y a la santé, par exemple, en avril, bientôt. C'est le seul qui a comme secteur la santé. Et donc là, c'est une opportunité, je pense, pour vous, parce que c'est un cadre, en fait. Oui, ce sera à Bruxelles, par contre. Oui, c'est ça. Ouais. Non. Désolé, non. C'est pas plutôt Liberia, c'est Addis Abeba. C'est Addis Abeba, celui de l'Afrique. C'était écrit. Oui. Il y a peut-être une petite correction. Oui. Donc, c'est une opportunité pour présenter vos projets. Donc, et ils cherchent encore une fois à l'améliorer. Absolument. Bon, je trouve que ça, c'est important. De présenter, faire des partenariats, rencontrer les financiers qui sont là-bas.
Donc, je pense que ça, c'est important sur vous, en fait. Pour ça, merci. Et c'est le seul, en fait. Donc, Ouais, c'est Et pour ceux en ligne, qui nous écoutent, qui nous suivent toujours, cette date-là est importante, donc ça va être à Addis. Addis Abeba, Ah. le 20-22 avril. Ouais. Du 22 avril. Et la santé y est. On ne va pas parler de l'investissement hub. Il n'a pas la santé encore, tu l'as dit, Patrick. Non, l'investissement hub, c'est pas ça. Non, mais Non, je parle de la l'investissement. plateforme. Ah oui, mais l'appel à projet, le early le stage. early stage, qui n'a pas inclus la santé. On va d'abord voir ce que ça va donner Voilà. en termes d'évaluation. Oui, mais Et on puis, trouve ça va dommage. être début mars. On trouve dommage qu'il n'ait pas inclus la Oui. santé dès le Et- départ. Ah oui, ça, c'est Et en plus de ça, je pense que si tu veux, vous allez bien voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont répondu ou pas? C'est pas sûr. Est-ce qu'il y a l'éducation? digital- Non, digital- est-ce que l'éducation est incluse? L'éducation, Oui. oui. Mais il y a un autre programme, éducation, qui s'appelle, je sais plus comment. Non, parce qu'à ce moment-là, on a toute la complexité de former des personnes. Non, mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que c'est très. Et les guidelines, quand on regarde ça, ça donne pas envie. Et même quand on a, Entre nous. même quand on a des calls qui expliquent le mode d'emploi, tu ressors de là, tu as plus de questions que de réponses. Ben oui. Mais bon, on va y arriver sur le Oui, oui, je pense que. Et Gaulle, c'est très très bon pour le Doliprane, parce qu'il faut. Bon, alors, on va passer aux prochaines étapes parce qu'on arrive bientôt à la fin. Je voulais vous donner quelques éléments sur ce qu'on appelle un plan d'action qui n'est pas encore complètement finalisé, mais il y a quand même des propositions assez concrètes avec déjà un tout de SE. Voilà, SE, avec ce qu'on appelle la plateforme d'engagement. Évidemment, on va faire le lien avec la commission santé. C'est de ça que je voudrais parler aussi, c'est comment cette année, on va, au niveau de la commission santé du CIAN, aussi en faire un cadre pour suivre ces projets, parce que s'il y a un thème qui va nous occuper cette année, c'est des financements, des modèles de financement de la santé en entreprise, de la santé, quand on parle de la santé aussi des populations locales, de la santé en tant que levier de développement économique et les opportunités, par exemple, que tu as parlé pour les entreprises du coût pharma et de la santé. Donc ça, dans tous les pays aujourd'hui, il y a au minimum un projet. Alors, stade de maturité, évidemment, pas le même. Les pays qui sont assez avancés, c'est aujourd'hui la Guinée, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la République, tout ce qui est RDC. Donc déjà sur ces pays-là, si on a des forums, ça peut être intéressant de présenter, de connecter les acteurs qui sont partie prenante de ce projet de déployer la caravane santé, parce qu'aujourd'hui, c'est un produit qui fonctionne. On peut tout livrer, on a testé, il a fait la preuve. Les gouvernements peuvent dire, OK, on valide, on a besoin d'une lettre d'intention du ministre de la Santé, on ne lui demande pas d'argent. Une lettre qui dit, j'autorise ce projet. Donc on s'appelle l'aval politique. L'aval politique. Et derrière, on peut aller, on réunit l'ensemble des partenaires, secteur privé et banque de développement, comme tu as dit, et tout autre investisseur. Des deux continents. Voilà, qui peut financer le déploiement du projet. Donc voilà, c'est là, on va pouvoir partager ça avec vous pour avoir de l'impact sur les années qui viennent et surtout le suivre. Le suivre pays par pays et en juin prochain, j'ai proposé à Patrick d'ailleurs qu'on fasse une commission spéciale mixte, commission santé, commission affaires européennes, plus commission financement du CIAN, sur les sujets des modèles de financement de la santé. Parce qu'on est vraiment cette année sur ce sujet-là et uniquement sur ce sujet-là. On ne veut pas se disperser et à chaque occasion présenter des projets, comme on l'a fait ce matin, de choses qui soient faisables, qui sont dans les tuyaux, soit qu'on peut débriefer, enfin déjà faire un retour d'expérience. Alors, il y a aussi un sujet qu'on a omis aujourd'hui et qui fait partie des axes prioritaires et stratégiques des flagships du Global Gateway en matière de santé, c'est les harmonisations des systèmes réglementaires et le Free Trade Continental Agreement, donc l'ECA. Alors, ce sont les deux sujets de défragmentation du continent africain qui permettent justement de donner à l'investissement une forme de profitabilité qui va tenir sur le long terme. Okay. Et c'est cette visibilité et cette possibilité d'agir d'un pays à l'autre
en intracontinental est très très importante parce que le continent est quand même relativement fragmenté. Les marchés sont autour de la C'est santé. quand même 55 pays Ouais. et 55. Mais je suis très très optimiste. Donc on doit soutenir l'Agence africaine du médicament, ça c'est très clair dans toutes ses actions. On doit permettre aux pays d'arriver au niveau 3 de l'OMS des agences de médicaments, comme sont ici la FSAPS ou l'Agence européenne ou autre. Et ça, c'est aussi notre rôle. Et sans ça, nous n'avons pas du tout le terrain pour investir. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas aller à un investissement de 150 millions pour un tout petit marché, limité à un seul pays. Aucun pays africain ne peut prendre tout seul. Aucun. Très bien. Ça, c'est un point très. Oui, c'est un point important. Ouais. Et dans le forum, donc celui par exemple de l'Éthiopie, dont le secteur de santé est prioritaire, vous aurez l'opportunité d'avoir la visibilité sur notre plateforme aussi. Si vous avez des projets, on vous aide en fait à produire une table en fait avec les graphic design, etc., pour mettre votre projet dans la plateforme. Donc les investisseurs en ligne, mais aussi sur place en Éthiopie pour voir votre projet aussi. Donc, très bien. C'est important d'avoir la visibilité aussi de certains projets. Sinon, s'ils ne sont pas de visibilité, si l'investisseur ne connaît pas, c'est compliqué de. Et dans le forum lui-même, il y a des B2B et des B2G. Donc, vous pourrez présenter les projets devant des investisseurs qui sont bien ciblés. Donc, donc on travaille avec vous pour voir quels sont les projets et qui est vraiment. Mais malheureusement, il n'y a que l'Éthiopie où la santé est prioritaire, en fait. Très bien. Ben, ça, c'est un sachet quand même qu'on est prêt à travailler avec vous sur cette cartographie des projets. Je crois qu'il y a des acteurs aussi qui sont là, on l'a vu, avec la marée. Le terrain, on connaît. Les acteurs, les partenaires dans les pays auxquels on peut avoir accès pour avoir ces informations, on les connaît. On peut mutualiser tout ça pour avoir des informations à traiter, à mettre en forme, pour dire à un moment donné sur la question de la disponibilité des médicaments, des vaccins, sur les projets qui cherchent à faire, à promouvoir le dépistage, la santé numérique, où est-ce qu'on en est, où sont les projets. On peut contribuer. Je ne dis pas qu'on va on va tout emmener, mais je pense qu'il y a besoin un petit peu d'intelligence collective, comme on dit, c'est très à la mode, sur ces informations-là. Sur ces informations-là, pour partager, ne serait-ce que. Et la commission santé est un cadre pour ça, je redis, pour les entreprises qui ne sont pas encore adhérentes, qui, comme Adrien, disent qu'elles peuvent venir. Nous, on fait ça depuis 10 ans maintenant. Donc, on peut continuer. Aussi, à la suite du Forum continental 2014, il y a eu un accord entre le CEO des JFK et l'Union africaine pour produire certains médicaments en Afrique dans certains pays, notamment le Kenya, la Tanzanie. Je pourrais vous mettre en contact si vous le. On le connaît déjà. Vous le connaissez déjà. Parce que c'est un projet très intéressant. On a une fédération mondiale de l'industrie pharmaceutique basée à Genève. Donc, il a été le président. Je suis président du groupe Afrique. Du groupe Afrique. Donc, super. Alors, vous connaissez le projet déjà. En fait, on contribue à mettre autour de la table les gens qui ont accès, qui ont l'info, et on recoupe et on mutualise tout ça. Donc, c'est ça que je veux dire. La proposition très concrète, c'est ça, pour le suivi. Hein. Pour le suivi. Ce sera jusqu'à un certain point pro bono, mais après, on va devoir parler. Comment ça ne peut pas être pro bono. Non. Je dis jusqu'à un certain point, c'est-à-dire au début, mais il va falloir qu'on structure ça. Si tu veux livrer, si tes livrables sont quand même une liste exhaustive, non, pas du tout, tes livrables sont quand même une liste exhaustive des projets existants avec des indicateurs de performance, quels qu'ils soient. Ça ne va pas être bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis obligé soit de le confier à un consultant, soit d'avoir un groupe de travail. Karim, c'était un petit clin d'œil que je faisais à Patricia, parce que les groupes de travail, nos contributions sont pro bono. Tu vois, non, ça, il n'y a pas de problème. Jusqu'à un certain point, mais. Non, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'on se mette mal à l'aise, c'est juste que voilà, c'est comme ça. Il faut donner un petit peu de temps, mais après, si c'est un véritable service, tu as raison. Il faut que ça aide les États, il faut qu'à un moment donné, ça fasse l'objet d'une rétribution, parce que c'est des experts, effectivement, qui travaillent là-dessus. Et si on veut du travail sérieux, ça ne peut pas être du bénévolat. Et il y a un sujet qui est très sensible aussi, que je mets tout le temps sur la table, en Afrique. Du côté africain, quels sont les pays qui sont prêts?
Oui, exact. Oui. Oui. Quels sont les pays qui sont prêts? On n'a pas ce qu'on appelle en anglais de scorecard, de balance, de carte de score. De score, oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Voilà. Mais alors, non, mais ça devient un sujet diplomatique. Ah oui, mais vous voulez me juger? Oui, Ah ouais. il y a Ah, beaucoup vous voulez de. m'évaluer? Vous allez me donner 92 points et vous allez donner à la Guinée 101 points? Mais sur quelle base? Ouais, sur la base. Alors, on va se mettre à discuter les paramètres, j'ai déjà essayé, hein. C'est très compliqué. En revanche, en revanche, j'ai vu que l'OMS a réussi, Mm. puisqu'elle a pris des agences de médicaments, elle leur a dit, vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Les meilleures agences du monde sont niveau 5 de médicaments. Le souhait pour l'Afrique, pour qu'on puisse aller investir, c'est niveau 3. Vous avez des pays qui produisent 70% de leurs médicaments, l'Afrique du Nord, et ils sont tous niveau 2 dans leurs agences. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils pensent être plus développés, mais ils ne le sont pas. Mais ils le prennent dans la figure très difficilement et travaillent dessus. Bah oui. Ils travaillent intensément dessus. Ils demandent de l'aide, ils demandent de l'aide pour arriver au niveau 3. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Il faut le faire juste, intelligemment, et ne pas éveiller de susceptibilité. C'est ça. Mais c'est important aussi de Mais- dire, oui, vous êtes encore derrière, je suis désolé. On peut discuter, mais vous êtes encore derrière. Passe à l'autre. Moi, je sais on a quand même quelques demandes sur ce benchmark, enfin, cette partie du scorecard, enfin, cartographie, mais on parle même de baromètre aujourd'hui, Tu peux appeler ça comme où tu les veux, entreprises, c'est même, diplomatiquement. voilà, ou diplomatiquement, Diplomatiquement, tu ça peux le présenter, phrase personne. où les pays veulent aussi savoir ce qui se passe de bien ailleurs. Mais après que Trump ait froissé tout le monde, je pense qu'il n'y a plus personne en français. Tu peux dire ce que tu veux. Mais en plus, en général, on ne froisse pas les gens. Ben, merci. Ici. C'est Donc, là où je l'aime beaucoup. bon, alors, du coup, on arrive à la fin. Bientôt, on est pratiquement à la fin. Il nous reste 3-4 minutes. Je voulais vous donner les dates clés à retenir, les dates à mettre absolument dans vos agendas. Alors, ouvrez-les, ceux qui sont en ligne aussi. Donc, la première de ces dates, c'est le 9 avril. Donc, c'est le forum. Alors, Sandrine, tu veux dire rapidement un petit mot sur les thématiques phares qui seront là? Elles sont déjà bouclées ou est-ce qu'il reste encore des Non, choses? c'est pas complètement bouclé, c'est la surprise. Voilà. Donc, On a beaucoup c'est- de discussions assez avancées, mais qui ne sont pas tout à fait terminées, donc je ne peux pas vous dire précisément. alors, L'idée, c'est de faire venir des délégations d'Afrique et de différents pays. Donc, on sait déjà qu'il y a des gens qui viennent de Côte d'Ivoire, mais après, il y a d'autres pays qui ne sont pas encore complètement confirmés. Donc, c'est un forum qui traite des différents éléments d'actualité du business en Afrique avec des personnes de haut niveau. Par exemple, Rémi Rioux va Être là. traiter de des nouvel état de l'aide à l'Afrique et des subventions publiques. On va traiter de l'investissement privé, du capital investment, par exemple avec Elisabeth Morneau. oui, je vous Elisabeth. Il y a pas mal de témoignages d'Africains qui sont en train de se mettre en place. On va traiter aussi de la création de valeur pour l'export et de la souveraineté des pays. Enfin, il y a les deux volets qui sont toujours traités. Par exemple, il y a une table ronde sur comment nourrir l'Europe à partir de l'Afrique, alors que les autres années, on avait fait comment nourrir l'Afrique. C'est aussi très important. Il y a toujours les deux volets, en fait. Comment l'Afrique crée de la richesse pour elle-même, pour se développer, et puis une partie de cette richesse peut se faire avec des exportations. Bon, alors, pour tous ceux. Bon, du coup, Ça va être très très bien, hein. ça va être bien. Ça va être une très Donc, grande édition. le message, c'est toutes celles et ceux qui sont Faut dire. évidemment intéressés. Oui, parce que c'est très complet, quoi. mettez en Et balaye, donc, ça vraiment. évite aussi plusieurs voyages en Afrique, puisque vous allez avoir des éclairages de l'Afrique du Nord, de l'Est. Cette année, on va aussi parler anglais, avec probablement une participation du Nigeria, ou peut-être du Ghana. Enfin, donc, voilà, on est ouvert au monde hors Afrique. Hors Afrique francophone. Oui. Donc, ça, c'est donc 9 avril. Et après, il y a d'autres dates, évidemment. J'ai parlé d'anniversaire, donc je fais une petite publicité rapide pour certaines entreprises, parce qu'en fait, on fête nos 15 ans. Et comme on n'a jamais fait de dîner de gala, donc il y aura d'ailleurs quelques personnes dans cette salle qui seront avec nous. On veut célébrer ces 15 ans, mais surtout célébrer. Au régime, je Voilà. Surtout célébrer des partenariats, et des partenariats et des engagements qui sont là depuis pratiquement le début. Donc, ce ne sera pas une grande soirée avec beaucoup de monde, mais on veut vraiment absolument y inviter des partenaires comme le CIAN et d'autres qui
avec lesquels on travaille bientôt depuis quelquefois plus de 10 ans. Le sommet ONEF, donc celui-ci, il sera important, mardi 7 avril à Lyon. C'est extrêmement important. Il va être voilà, au patronage du président de la République qui a souhaité vraiment que l'Élysée accueille ce sommet qui sera international sur ce qu'on appelle l'approche monnaie. Donc l'idée que tout ce qui est la santé humaine, la santé des écosystèmes et la santé animale sont extrêmement interconnectés et qu'il y a maintenant des projets, des approches qu'il faut changer un petit peu là-dedans et des financements même qu'on peut mixer. En fait, on a un très grand danger en vue. Il y a une douzaine d'années, on a constaté cette résistance des bactéries à pratiquement la panoplie des antibiotiques que nous avions. La résistance antimicrobienne. Et il est venu d'un usage, d'un surusage, d'un mauvais usage en santé humaine, c'est sûr. Mais oui. Des antibiotiques. C'est ça. Ouais. Donc c'est la santé animale qui est bon. On a donné des antibiotiques On a donné des antibiotiques aux poules, aux vaches, de manière assez massive. Et même dans leurs compléments minéraux, on retrouve dans nos des organismes. antibiotiques. Et bien sûr, on les retrouve. Ça, le lait le transmet, la viande le transmet, ce qu'on consomme du monde animal, du règne animal. Et par conséquent, aujourd'hui, on a on considère que c'est une seule santé. Et probablement la prochaine pandémie ne sera pas une pandémie virale, ce sera une pandémie à un germe résistant à tous les antibiotiques. Ce sera probablement. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de créer vraiment ce concept de One Health qu'on a lié au climat, forcément, puisque il y a aussi tous ces mouvements de population liés aux inondations, sécheresses, etc. Il y a les zoonoses aussi, il y a toutes les maladies, voilà. toutes les maladies transmises par les insectes et 60% de toutes les maladies infectieuses ont une origine animale. Donc, la santé humaine, 60%. En infection. En infection. Vive le pangolin. Donc, vive le pangolin. Donc, on va parler de sujets intéressants. On sent plus. Non. Donc, voilà, un sujet intéressant. On va travailler. Et donc, il y aura normalement des pays africains qui vont se déplacer, mais j'ai du mal à récupérer. Alors, il y aura, je suis rentré dans la boucle de la préparation. Le Ghana sera là. Le Ghana sera certainement là. Oui, il sera là. Au moins, oui, le Ghana sera représenté, c'est sûr. Maintenant, je ne sais pas si ce sera au niveau chef d'État, puisqu'il y a le fameux sommet aussi. Parce que nous, 2 jours après, on a le forum. C'est ça. C'est pour ça que ça nous intéresse. Voilà, essayer de les récupérer et nous aurons une présence sur le panel du secteur privé. J'interviendrai sur le panel avec la fondation Une santé durable pour tous de Benoît Miribel. Nous aurons une tribune d'appel à l'action qu'on va faire, comme on avait fait à Lyon il y a maintenant 7 ans pour le Fonds mondial. Plus la présence effectivement de ministres. Et ce sommet est organisé par quelle entité? C'est l'Élysée qui pilote. Ah, c'est un sommet français. C'est un sommet français. Oui, c'est l'Élysée. Le gouvernement français. Oui. Et là où ils vont annoncer que le fonds SIDA, la contribution française. Ça a déjà annoncé, c'était annoncé hier. Ça y est. On sait déjà. On sait déjà. On sait déjà que ça va baisser, Patrick. SIDA, tuberculose. Oui, voilà. Fonds SIDA, tuberculose, Ça paludisme. a baissé de 50%. 58. C'est tout ce qui est traité par le médecine patente. Donc, c'est le ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères qui suit ça. En tout cas, pour vous dire que nous sommes dans la boucle de ça et il y en aura certainement des choses à vous dire ensuite, certainement dans le suivi. Le Quai d'Orsay et l'Élysée, très haut niveau. Ouais. Et l'OMS aussi. Et l'OMS. Macron vient, à mon avis. Oui, Macron il sera certainement. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui pose la question en ligne de savoir, Virgile, c'est celle-là, la dernière que tu as envoyée, c'est ça? C'est quelles synergies sont possibles en termes de formation avec l'Académie de l'OMS qui est à Lyon, justement. L'Académie de l'OMS est en train de travailler sur tout un projet de formation, pas seulement des professionnels de santé, mais aussi des acteurs du secteur privé, des entreprises, sur comment former aujourd'hui les managers, on parlait de santé au travail, à l'approche monnaie. Donc, on a tout un projet que l'Académie de l'OMS va piloter en lien avec la Fondation et nous-mêmes sur ces sujets de One Health en entreprise, en fait. Voilà. Parce que ce pas des sujets qu'on adresse aux collectivités locales ou aux États, au gouvernement. Et enfin, le Forum Afrique RSE Santé, c'est loin, ça paraît loin, mais notez que cette année, on fait la 4e édition au Maroc, donc c'est 8 et 9 octobre.
vous pouvez scanner directement le QR code. Mhm. Ça va vous emmener directement sur la page où vous le ferez après pour vous commencer à vous inscrire. On va avoir beaucoup de choses. Ce sera à Rabat, à Casa et à Rabat, et ce sera le 8 et le 9 octobre 2026. Ok. Voilà. Donc, Karim, cette Ça, c'est année, ce que tu fais à Paris d'habitude. oui, et qui sera au Maroc avec nos amis, nos partenaires marocains. Évidemment, tu seras partenaire, MERP sera partenaire avec d'autres. Et C'est acquis. c'est acquis, ah bah oui. Et puis, on vous y invite. Il y aura tout un appel aussi aux candidatures. Je pense que c'est déjà ouvert d'ailleurs. Ça ouvre aujourd'hui, d'ailleurs. J'ai attendu aujourd'hui pour qu'on le passe. Alors, voilà, on arrive à la fin. Juste pour vous dire que déjà vous remercier Merci à tous vous. les trois. Je n'ai pas oublié si elle nous a rejoint. Je ne sais pas. Non. Non, toujours pas. Donc, je dois la remercier. Elle est en train de boucler son abonnement chez Son abonnement. Et surtout, faites du jour, suivez bien nos actualités. Vous avez vu qu'il y a quand même, on n'a pas tout là, on n'a pas tout nous. Il y a quand même une actualité que vous pouvez retrouver aussi sur le site du CIAN. Il y a les éléments, on n'a pas parlé de la réunion de Nairobi qui aura lieu Africa Forward, mais bon, il y a, C'est le sommet c'est africain. le sommet Afrique-France qui sera aussi en mai, je crois. Non. Ils sont mai. 11 mai, c'est en mai, 11-12 mai. Il y a beaucoup de choses. Il y aura cette année beaucoup d'événements. On ne pourra pas être partout. Il faudra choisir les bons moments. Oui. Et voilà. Donc, On gardez- reste en contact pour la déclaration. on reste en contact pour la déclaration et surtout pour le suivi, Pour le suivi. comment on organise tout ça. Oui, Et on a déjà proposé à la Commission européenne et dès qu'on a des retours, on Parfait. on Super. les informe. Oui. Et la Jeune Business Declaration aussi est en ligne. Je pense qu'on va pouvoir vous allez pouvoir la retrouver. C'est sur la plateforme. C'est sur la plateforme. Alors, Vous allez Forum 2025 et c'est vous la Patricia, voyez à la j'ai plateforme. remarqué que ceux qui n'avaient pas fait partie du forum n'ont pas accès à la plateforme. Il faut qu'ils s'inscrivent ou que vous leur donniez un accès, je crois. Oui, ils peuvent s'inscrire Ça, il faut sans s'inscrire. problème. Voilà. Ou sinon, vous me donnez, Assistant, par exemple. vous me donnez l'email, Ok. je le fais. Hein. Ça marche. Ah. Donc, cette Business Declaration, elle est en ligne, Oui. disponible. Il y a tous les secteurs, du coup. Oui, Il oui. n'y a pas que la santé, vous allez pouvoir retrouver tout ça en ligne. Voilà. Donc, prochaine commission, on va dire le mois de juin, une commission mixte. On prépare tout ça avec Patrick et notre collègue qui est en charge de la commission financement sur le sujet des financements, nos nouveaux modèles de financement pour la santé, sujet qu'on va continuer. Mais on aimerait beaucoup articuler ça avec justement des projets concrets, le lien qu'il peut y avoir avec le Global Gateway. Donc, on reste en contact, ne serait-ce que pour ça. Pour ça, Voilà. oui, Et ouais, ouais. puis, n'oubliez pas, on a dit le 9 avril, Paris, et le 9 octobre, ça tombe bien, Rabat et Casa. Et pour ceux qui sont partenaires, on aura la veille une petite session de networking, certainement avec de hauts représentants du Maroc. Quand on parle de hauts représentants, ça veut dire voilà. Et le directeur. Merci à vous.